Bienvenue au Runwise Podcast. Aujourd'hui, je suis avec Anthony Frontera. Anto, tu es un coureur sub-élite. Tu es surtout un des coureurs que je coach depuis à peu près un an. Tu sais que j'ai regardé tout à l'heure sur Nolio, c'est fait exactement un an aujourd'hui. Genre, on a Ah ouais. commencé, on est le 27, je pense. On a commencé le 27 d'il Ouais, y a un an. C'est ouais, fou, c'est hein. vrai, c'est vrai. C'est grosse coïncidence, là. Fait C'était le qu'en moment de faire un podcast. C'était le moment de faire un podcast. Fait qu'Anto, il a fait un petit détour par Montréal pour faire son objectif, on va dire, principal de la saison, on peut le dire, hein. En tout cas, ton gros semi que tu voulais courir cette année, là, semi de Montréal. Fait que c'est pour ça qu'on est ensemble à Montréal, là. Ça n'arrive pas tous les jours. Fait qu'on s'est dit, Mm. pourquoi pas faire un petit podcast où on va un peu parler de ce que c'est le coaching tous les deux. On va parler un peu de ta prépa semi-marathon parce que, faut le dire, tu as remporté le semi de Montréal. Donc alors voici, le voilà, notre grand gagnant de ce demi-marathon. On a Jérémy Bria, ça va, qui s'amène en deuxième position. Jérémy Bria. Et notre premier Canadien. Genre comme Incroyable. il faut. Je pense que tu as mis 10 secondes à peu près au deuxième. Ouais, ça doit être ça. J'ai pas le chiffre exact, mais ça s'est joué à la fin à pas grand-chose. On en reparlera tout à l'heure, Ouais. mais ouais, c'était une belle course. Ouais, c'était vraiment un parcours difficile. Bref, on va en reparler. Fait que Anto, ouais, tu es un athlète sub-élite au sens où c'est pas ton métier, mais tu fais des gros Mhm. chronos. Ton record sur 10 km, c'est 29-27 qu'on a fait, j'allais dire, ensemble. J'étais pas avec toi le jour de la course, mais c'est quand j'ai commencé à te coacher. Je sais plus Bien sûr. exactement à quel moment de C'était l'année c'était, mais lors des championnats de France 2023 en avril, si en je dis pas de avril. bêtises. Ouais, Donc ouais. ça faisait quand même déjà un petit moment que tu me coachais. Bah ouais, avril, au final, c'est au moins 6 mois à peu près. Ouais. Au moins Mm. 6 mois, ouais, c'est sûr. Ouais, fait que ça t'a donné 66 minutes 21 là, au semi de Montréal. Fait que c'est quand même un record personnel pour toi. Sur un parcours comme ça, on va en reparler, mais ça vaut beaucoup mieux que 66 minutes 21. C'est vrai. Moi, je l'ai fait aussi, le semi. J'ai trouvé ça vraiment difficile, là. Au classement français cette année, tu es 56e en termes de 10 km, sachant que le 10 km, c'est probablement l'épreuve la plus compétitive en France. Les Français, je le dis souvent, hein, mais c'est des champions du 10 km. Là. C'est très, très fort, très relevé le niveau au 10 km. Et tu as exactement le même chrono que Baptiste Cartiot, Ouais, c'est vrai. Ciblo. J'ai trouvé ça drôle quand je suis allé voir sur la base athlée. J'ai vu Ciblo, j'ai vu Igor Bougno, c'est que tu dois connaître, je pense. Vous avez le Ouais, même chrono. Igor, c'est un athlète lyonnais, donc Ouais. très très solide, qui a le record du Rhône d'ailleurs. C'est quoi le record du Rhône? 29-14. Ok, t'es vraiment pas loin Je du coup. suis vraiment pas loin et on va essayer d'aller le chercher, hein. Ah ouais, 29-14, ouais, magnifique. Ça fait que 29-14, c'est genre. Ouais, il n'y a rien là, il n'y a rien. C'est sûr qu'on va aller le chercher. Je voudrais qu'on commence par parler un peu du SMI de Montréal parce que c'est tout récent. Là, on est mardi, c'était il y a 2 jours. Ouais. Est-ce que tu es déjà content de ta perf du SMI de Montréal? Bah, content de. Si on parle de la perf en elle-même, je suis un petit peu frustré quand même parce que je venais quand même ici pour faire sub 1,6. C'est quand même l'objectif. Si on fait le ratio par rapport à mon chrono sur 10, comme tu viens de le citer, c'est sûr que 1,6, ça représente pas forcément mon niveau sur 10K aujourd'hui. Mais il faut savoir que voilà, j'apprends encore sur semi et je sais que je vais progresser dans le futur, surtout avec toi. Donc, au niveau du chrono, un petit peu frustré de ne pas avoir cassé cette barrière des 1h06. Mais voilà, après, on le savait un petit peu, hein, c'est le début de saison, le parcours n'était pas du tout facile. J'ai pas forcément couru en groupe, j'ai beaucoup mené. Donc, des conditions difficiles pour faire un gros chrono. Donc forcément, voilà, le chrono, je reste un petit peu sur ma faim, comme on dit. Je sais que je vais mieux faire plus tard dans l'année, sur mes prochains semis, c'est sûr. Ouais. Et par contre, si on parle vraiment de la course en elle-même, franchement, c'était une expérience incroyable parce que voilà, moi, je venais pas forcément ici pour gagner. Je savais que voilà, je pouvais me classer éventuellement dans le top 5 ou faire un bon classement, mais tu m'aurais dit viens, essaye de gagner le semi de Montréal. Voilà, enfin, moi, j'aurais pas cru ça Il y avait des sur le bourses, papier. hein? Ouais, il y T'as eu des avait nouvelles? C'était combien les bourses finalement pour le premier? 1200 $ canadiens, donc 5 euros. ça Non, fait je rigole. Non, je plaisante. Fait que ça fait quoi? Ça fait 800 euros, 900 euros. ouais, ça fait quand même plaisir parce que C'est cool. c'est pas courant d'avoir des primes aussi élevées sur des courses. Pas courant en France, mais en Amérique du Nord, Ok, c'est important d'avoir des primes parce ok, que, je sais pas, c'est culturel aussi, je pense. Mais genre ici, possible. par exemple, sur des courses qui se gagnent en 31, tu peux avoir 200-300 $.
Ouais. C'est ce qui n'arriverait probablement jamais en France. En France, ça dépend. Autant il y a des petites courses où j'ai pu me faire des primes pareil de 100, 200 Ok. euros, tout ça. Bon, c'est sûr, c'est pas assez pour vivre, hein, C'est déjà pas mal. mais ça fait toujours plaisir. Mais c'est vrai que là, c'est ma première grosse prime, on va dire, que je gagne grâce à la course à pied. Ouais. Donc, moi, je fais pas ça pour ça, hein. À la base, je fais ça parce que je kiffe ça et que c'est ma passion. Mais c'est toujours plaisant voilà, d'avoir une récompense financière à la clé, quoi. Ah, non, carrément. Puis tu te sens juste un peu plus légitime aussi. Je sais pas, Ouais, moi, je c'est trouve clair. que ça rajoute un petit truc, c'est cool. Tu reviens avec un petit bonus à la maison, tu vas pouvoir t'acheter une paire de chaussures. Avec Ouais. non, alors t'as même pas besoin, toi qui es sponsor Mais par Recap, de toute façon. ouais. Fait que, est-ce que tu peux juste décrire un peu comment s'est passée ta course là? Parce que toi, on avait un peu parlé du plan de match sur le départ, Ouais. juste avant le départ, parce que moi, j'étais aussi au départ pour faire une course un peu plus lente que toi, parce que je suis en prépa marathon. Comment tu l'as abordé là, dès le premier kilo et tout? Tu t'es senti comment? Bah déjà, je voulais juste dire que le matin de la course, quand je suis arrivé sur la ligne de départ, j'étais vraiment pas stressé, quoi. Vraiment un truc de fou. Bon, après, j'avais fait un 10 km 2 semaines auparavant, le 10 km de Paris à Lyon. Donc, ça s'est plutôt bien passé. C'était une course un petit peu pour me tester. Donc, je pense que ça m'a rassuré. Je fais 30-24. Ouais. Donc, ça reste un beau chrono sur une course où il n'y avait pas non plus une grosse densité. Donc, déjà, je suis arrivé, j'étais un petit peu rassuré, on va dire, grâce à cette course. Et j'étais vraiment détendu. Alors après, c'était peut-être parce qu'on était ensemble aussi. Et puis moi, je suis pas super stressé sur ouais. le départ aussi. Peut-être ça Ouais, les gars, Max, il a mis son short à l'envers, hein. C'est vrai, putain. Tu crois que j'allais pas t'afficher là? Ah non, j'ai oublié de récupérer mon dossard la veille. Ensuite, le matin, Ouais. là, je me suis levé à 5h du mat. J'ai mis mon tight en fait à l'envers. J'avais la peur. Enfin, il n'y a rien qui allait cette course. Mais du coup, tu vois, ça Ouais. nous relâchait un C'est peu. vrai. Du coup, Et c'était un peu drôle. Ouais, carrément. Et aussi, il faut souligner, je l'ai dit dans mes vidéos, mais l'organisation du semi, vraiment, j'ai trouvé au top. J'en ai fait énormément des courses, mais l'organisation de cette course à Montréal, vraiment top. Donc, vraiment proche des athlètes élites, vraiment là pour qu'on soit bien. On a été emmenés en navette, tout ça. Il y avait l'hôtel aussi pour toi. Il y avait Tu l'as l'hôtel. pas utilisé, mais tu aurais Ouais. pu, je pense, l'utiliser. J'aurais pu, ouais. On avait une nuit d'hôtel la veille dans un hôtel 4 étoiles quand même. Et puis le matin, on avait notre petit coin, nos toilettes, tout ça. Et rien que le fait d'avoir ça, ça t'enlève plein de stress, quoi. T'as rien à penser en fait, du coup. Ils T'as rien s'occupent à de tout. penser, Et non, je suis d'accord avec toi que ça faisait une grosse diff. Ouais. Donc merci à eux. Et c'est vrai que ouais, pour en revenir au sujet, je suis arrivé vraiment détendu sur la ligne. J'avais pas de pression. Comme tu as dit, on a parlé du plan de course la veille. On savait déjà que le parcours était compliqué, que j'allais pas forcément aller chercher un gros RP. Mais voilà, donc moi de toute façon, je me fixais sur les allures que j'avais définies. Donc je voulais courir, on va dire, entre 3,06 et 3,8, 3,9 par là. Même 3,06, c'était un peu élevé, plutôt dans les 3,07, 3,09. Ouais. Donc, et je me fiais pas aux autres, quoi. Même s'il y avait un groupe qui partait devant, je savais que voilà, fallait que je reste focus sur mes allures, sur ma course. Ouais. Et au final, quand on a pris le départ, j'ai vite mené la course. Après, moi, j'ai tendance à partir un peu vite. J'ai essayé quand même de me contenir, surtout sur un semi. Autant sur un 10, tu peux te permettre de partir un peu plus vite. Ouais, c'est pas si pire. J'ai vu ton premier kilo, c'était combien? 3,03, 3,0? Ouais, 5? ça allait, ouais. 3,05, il me semble. 3,05, c'est vraiment pas si mal que ça. Ça Des fois, allait, ça part ouais. en 2,50. Là. Ça allait. Après, je pense que je suis pas parti très vite parce que en fait, j'étais devant. J'étais devant dès le départ. Vraiment le premier. Ouais, là. ouais. Ok. Même les Kenyans qui faisaient le marathon et tout, ils étaient derrière. Donc j'étais vraiment devant et du coup forcément j'ai pas voulu non plus mettre une grosse mine dès le départ parce que des fois tu as tendance à partir vite quand les autres partent vite aussi, c'est l'effet d'aspiration. Ouais. Et t'as pas envie de te faire larguer dès le début, quoi. Donc voilà, j'ai pris les devants dès le début. Les 2-3 premiers kilomètres, on était un petit peu en groupe, normal, hein. Après, une fois qu'on a passé le pont, là, qu'on a quitté l'île Sainte-Hélène, si je dis pas de bêtises, autour du 4e kilomètre, on était 3 athlètes, je crois. Le 3e, d'ailleurs, il a abandonné la course. Il y en a un qui a abandonné. C'était un Anglais, ouais, qui a abandonné la course. Il avait des douleurs au dos, a priori. C'était un autre athlète élite Ok, j'avais pas vu. qui revenait fort sur nous, d'ailleurs.
On en reparlera après. Mais... Mm. Et du coup, on était 3. Puis après, au passage au 5, 15, 20, si je dis pas de bêtises. Donc, je suis quand même passé assez. Ouais, Non, vraiment rapide. je sais plus. Bah, t'es passé combien au 10? Au 10, je suis passé en 31-20. Et au 5, j'ai dû passer en 15-40 plutôt. Ouais, 15-40. 15-40, C'est ce qui il me semble. avoir vu. Je suis passé en dessous des 16 au 15, au 5, pardon, Mm. c'est sûr. Oui, Je oui. sais plus exactement, j'aurais dû réviser mes paces là, mais Non, mais je crois que c'est à peu près ça. Ça fait du sens. Ouais. Parce que t'as maintenu quand même à peu près la même allure toute la course. Ouais. Donc, ouais. Et au passage au 5, on était 2. Donc, j'étais avec un triathlète canadien, Jérémy Briand, Ouais. c'est ça? Ouais, qui est très fort là. Voilà, a priori, moi je le connaissais pas hein, forcément. Et c'est peut-être une triathlète. bonne chose des fois de ne pas connaître Ouais. les concurrents. Ouais, carrément, ouais. D'ailleurs, je me posais la question, je me disais, mais qu'est-ce qu'il vaut et tout pendant la course, tu vois, Il est c'est très bizarre. hargneux, c'est un coureur qui lâche rien, il a j'ai vu ça, ouais. Enfin, non, c'est un très très bon. J'ai vu ça. C'est un élite. Là. Et du coup, à partir du 5, on était tous les 2. Et c'est là que vraiment, ça a commencé la course contre lui, en fait. J'ai beaucoup mené durant le parcours. Il prenait pas trop les relais. Alors, pareil, je me posais la question. Je savais pas si il voulait pas forcément voilà, qu'on cède pour faire un gros chrono ou si juste il était trop juste et finalement il se servait de moi pour tenir. Donc, de toute façon, c'est compliqué de décerner tes adversaires, entre guillemets. Ouais. Donc, il prenait pas trop les relais. Donc, moi, je faisais ma course, je continuais. Et puis, on passe au 10 en 31-40. Ouais, c'est ça. Non, plus vite, je pense. Vous passez genre 31, 31, 20, un truc du genre. 31-20, ouais, peut-être. Donc, on passe au 10 en 31-20. Ouais. Et là, j'étais encore sur des... J'y croyais encore au sub 1.6 pour le coup, à ce moment-là. Bien. Ouais, je me sentais bien et j'y croyais vraiment encore parce qu'il faut savoir que les premiers 10K du parcours, je les ai trouvés assez roulants. Ouais. Ça allait. Et c'est là, après le 10, où les choses se sont un petit peu compliquées. Là, il y a eu une côte, mais vraiment une côte. Hein. Quand je dis une côte, c'est pas une côte de routard ou quoi. Non, ça s'appelle la Côte Berry à Montréal. Ouais. Puis elle est connue de tout le monde parce que t'as pas envie de te la prendre à vélo, t'as pas envie de te la Ouais. prendre en courant. Bah, surtout C'est pas ça. à ces allures-là. En jog, Ouais. ça va, mais quand tu cours à 19 km/h comme toi, tu le sens là. C'est une côte difficile. Ouais. Puis elle est longue, hein. C'est peut-être Elle est longue, 300 mètres au moins, je dirais. Ouais. Mm. Je pense que sur ma montre, au final, j'avais à peu près 120 mètres de dénivelé, je crois, Ouais, positif. c'est beaucoup sur un semi. Donc, c'est beaucoup quand même sur un semi. Et je pense que la moitié du D+, il est dans la côte là. En fait, c'est ça, c'est mal réparti. Ouais. Mm. Donc, du coup, en fait, cette côte, elle a vraiment... elle m'a fait mal, pour le coup, on peut le dire. Et en plus, lui, il m'a un peu attaqué dans la côte. Donc, j'ai dû relancer pour pas le laisser partir. Parce qu'après, à ce moment-là, en fait, une fois qu'on a passé la côte, j'ai un peu mis de côté le chrono. Je me suis dit, de toute façon, c'est pas aujourd'hui que je vais faire un 1.5 bas ou un gros chrono. Donc, je me suis dit, Anto, t'es devant. Maintenant, il faut que tu ailles chercher la gagne, quoi. Derrière, ça revenait pas. On était que tous les deux. Et je me suis dit, oublie un peu ton chrono et fais plutôt une course stratégique et va chercher la gagne. Donc, je dirais du 11e kilomètre au 19e kilomètre, comme tu dis, il était hargneux, il lâchait pas. J'étais toujours devant et moi, j'attendais juste qu'il craque, qu'il explose, comme on dit. Et du 11 au 19, c'est là aussi où le parcours était le plus dur. Pour le coup, les 10 premiers étaient très roulants. Donc, ça s'est bien passé. Mais du 11 au 19, tu sais, hein, tu as aussi fait c'est le là où SMI. j'habite, en plus. Je sais pas si tu as remarqué, mais Ouais. à partir du parc La Fontaine, donc après la côte dont on a parlé, c'est vraiment le plateau Mont-Royal, c'est-à-dire le quartier des Français. Et c'est là où je fais tous mes jogs. Donc moi, en fait, j'avais l'impression d'être sur presque un jog. Et en plus, je le savais être... Mais tu vois, même moi qui habite dans ce quartier, j'ai été surpris par à quel point il nous faisait passer dans des... tu sais, continue ton récit, là, mais... Et ouais, du coup, c'était vraiment une partie de la course qui était difficile, beaucoup de relances, des faux plats montants pour le coup. On n'a pas eu de grosses côtes à nouveau, mais beaucoup de faux plats montants. Et on a dû serrer les dents, hein, comme on dit. Et après, au 19e, en fait, on en avait parlé aussi avec tes coachs, avec Eddy,
tout ça. Et il m'avait dit qu'au 19e, après, c'était un peu plus roulant, que la fin de parcours était C'est vrai. un La petit fin peu de plus parcours roulante. est quand même vraiment sympa. Voilà. Du coup, moi, je me suis dit, bah, maintenant, c'est maintenant ou jamais. En fait, j'ai voulu au 19e accélérer, relancer un peu le rythme pour voir comment il était, en fait, tout simplement. C'est peut-être un peu risqué de se dire d'attaquer au 19e sur un semi, mais en fait, j'ai voulu tester mon concurrent pour voir un petit peu comment il allait réagir, tout ça, juste après le ravitaillement. Et bah, j'ai mis une bonne grosse accélération. Je crois que je passe ce kilomètre en 2,59 ou 3,01, un truc comme ça, C'est rapide. au 19e, ouais. Donc j'ai vraiment mis une grosse accélération et bah, là, j'ai vu qu'il n'a pas suivi, quoi. Et j'ai pris 50 mètres et 50, c'est fini quand 50 tu mètres, prends. c'est fini. Parce qu'en fait, à ces allures-là, pour qu'il te rattrape, il faudrait qu'il fasse Ouais. du genre 2,55. Ouais, et en ouais, fait, ouais. c'est pas 50 mètres, c'est fini. Si, et... c'est possible au kick à la limite. Mais vu que Mm. je te laisse finir, mais le dernier kilo, il est spécial un peu. Ouais, donc quand je lui ai mis 50 mètres, je me retournais un peu, je voyais qu'il relançait pas forcément, qu'il souffrait un peu. Et moi, ça allait, en vrai, ça allait, j'en avais encore sous le pied. Bah, mes 3 derniers kills, de toute façon, je pense que c'est mes 3 plus rapides pour le coup. Ouais, c'est ça qui est Donc, impressionnant. moi, ça allait. Et du coup, bah, ça m'a encore plus motivé de voir que je lui ai mis 50 mètres. Donc, je commençais à avoir l'adrénaline et tout qui montait de la fin de course. Et là, bah, j'ai pas lâché, quoi. Et après, je lui ai mis 100 mètres. Et ensuite, j'ai juste maintenu le pace jusqu'à l'arrivée. Et arrivée incroyable, grosse ambiance au stade olympique de Montréal. Et franchement, j'ai jamais vécu ça sur une course. Et Ah ouais, à ce vraiment point-là. de grandes émotions, ouais. Ah, c'est cool. Bah, parce que gagner une course quand même de cette envergure-là, en plus quand tu t'y attends pas, il y a Ouais. pas mal de public, t'as un speaker, t'as C'est ça. l'arche qui est quand même Ouais. impressionnante. Puis non, c'est une sacrée expérience. Puis au moins, tu te dis que t'as pas fait le voyage pour rien. Ouais. Bah, j'ai déjà fait des belles places sur des courses prestigieuses, mais jamais la victoire, quoi. Jamais la gagne. Ça change Et- tout hein, de gagner la course, c'est ça, de ouais, casser la c'est- banderole. Et c'est ingrat un peu comme sport parce que, tu vois, le premier, il arrive, tout le monde, tous les regards sont tournés vers lui. Je me suis fait interviewer, machin et tout. Et tu vois, lui, il était derrière à quelques secondes de moi et finalement, il s'est assis sur la chaise et, Ah et il ouais, était un peu sur le côté, quoi. Et c'est pour ça, je trouve que c'est un peu ingrat sur ce point-là, quoi. Et j'ai déjà connu sa place, en fait. Donc, Bah, c'est ça, on l'a tous sais, connu. je puis, sais comment. chacun comment son c'est. tour. Puis lui, il en a gagné des courses là, à Montréal. Fait que non, c'est bien de profiter là. Fait que, bah, écoute, super récit. Moi, j'étais bien content. Moi, pendant ma course, parce que je suis arrivé en 1,8, fait que je suis arrivé à plus d'1 minute 30 derrière. Puis, moi, je me demandais vraiment, je savais pas là. Fait que je me demandais vraiment qui c'est qui était. Déjà, j'avais pas envie de te rattraper parce que tu sais jamais ce qui se passe. Je me disais, putain, Anto aussi, il part super vite et que je le ramasse au 15e et tout, ça va me faire trop chier. Ouais. Fait qu'au final, ça c'est pas arrivé. Puis, j'en suis bien content. Et non, au final, ça m'a impressionné. Tu vois, je savais que tu étais en forme, mais déjà, j'avais sous-estimé le parcours et je pensais pas que tu ferais un temps si rapide quand j'ai couru, quand j'ai eu fini la course. Et je me suis dit, oh là là. Ouais. Et au final, ouais, c'était vraiment pas loin du sub 1,6. C'est que sur une course très rapide comme Valencia ou il y en a plein des semi-rapides en France, bah c'est, je pense, assez évident là qu'une 5 bas, C'est ça. jouable. Et avec une prépa semi peut-être un peu plus longue. Ouais, aussi, carrément. En parlant de prépa, comment tu as trouvé ta prépa globalement? Bah, justement, comme tu dis, il m'aurait peut-être fallu une prépa un petit peu plus longue, sachant que j'aime bien faire des semis en début de saison pour un petit peu lancer la saison. L'année dernière, c'est ce que j'avais fait à Porto. J'avais couru en 1,8, tu vois, donc un beau progrès par rapport à l'année dernière. C'est différent en 1,8 et une Ouais, 6. ouais. Et c'était quasiment la même date, c'était début septembre. Mais c'est vrai que cette année, tu vois, en fin de saison, l'année dernière, je suis parti en Guadeloupe, j'ai fait une course au mois de juin et tout, que j'ai un peu foiré. Et je me suis rendu compte finalement que j'avais fait une trop grosse saison. Et cet été, j'ai bien relâché pour le coup. J'ai bien profité de mes vacances. J'ai bien relâché l'entraînement. J'ai pris des semaines off complètes. Je me suis vraiment régénéré. Et j'ai aussi un peu eu du mal à me remettre dedans, hein, mine de rien. Ouais. Parce qu'après, quand tu fais des semaines avec plus de 100 km, des heures et des heures d'entraînement, il faut vraiment se remettre dedans. Et des fois, c'est pas facile, surtout à la fin de l'été. Ouais, je suis d'accord. Donc, c'est vrai que toi, tu m'avais fait mon plan à partir de mi-août, je dirais, si je dis pas de bêtises. Mais moi, j'ai pas forcément tout respecté. J'ai commencé le plan un peu tardivement.
Et finalement, j'ai fait qu'un gros bloc de 3 semaines. Bon, c'était quand même un beau bloc. Je crois que j'ai fait 2 semaines à 140 et un pic à 160. 160, Ouais. Donc, ouais, c'est quand même un bon volume et ça m'a bien remis dedans. En plus de ça, comme je disais tout à l'heure, j'ai fait la course de prépa sur 10 qui m'a aussi bien remis dedans. Et c'est vrai que j'ai été surpris de voir à quel point la forme est vite remontée malgré la coupure. Donc, faut pas s'inquiéter quand on coupe. Non, puis on est tous ça revient différents vite. aussi pour ça. Puis je pense que le 10 que tu as fait, toi, ça te met vite en forme, les courses. En Ouais. fait, c'est ce qu'on dit, ce dont on parle souvent, c'est que les courses, c'est à double tranchant. En fait, ça te met vite en forme, mais c'est aussi ce qui te met vite, qui Oui, précipite ta fin de saison. c'est ça. Fait que, c'est pour ça que c'était une bonne chose que tu cours, que tu cours assez loin de ton record en début de saison sur 10, parce qu'une fois que tu cours Mhm. ton record, malheureusement, il y a un petit peu un compte à rebours là. Et puis j'ai fait aussi un semi en tant que pacer la C'est semaine vrai. juste avant. Donc d'ailleurs, C'est je un bon t'ai entraînement pas au consulté. marathon. Je me suis dit, je vais pas le dire à Maxime parce que moi, je sinon le il vois. voudra pas. Donc j'ai un peu fait ça dans mon coin et j'ai accompagné un pote sur le semi de Mâcon exactement et on a couru en 1:09:30. Donc faire ça une semaine avant le semi, c'était peut-être un peu osé. Même quand je suis arrivé à Montréal, j'avais encore des restes. Je t'ai dit, quand je suis arrivé, on a fait une séance et tout, et j'avais encore un peu des restes de cette course. Mais finalement, j'ai bien récupéré. J'ai fait une petite cryo aussi, ça aide bien. Moi, j'aime bien. Et j'étais quand même assez frais. Mais voilà, pour revenir sur la prépa, du coup, mis à part ce bloc de 3 semaines, c'est tout en fait. C'est juste ce que j'ai fait, quoi. J'ai dû faire 4 semaines, 3-4 semaines. Ouais. Et après, bon, les séances que j'ai placées étaient pas mal. Je me suis quand même fait mal, mais je pense que si je veux vraiment faire un gros chrono sur semi, il aurait fallu plutôt commencer mi-août et Ouais, peut-être ça faire 2 prendrait blocs. 12, même 3 Voilà. blocs. 3 blocs de 4, je pense. Donc voilà, je suis quand même content du chrono et de la perf parce que au vu de la prépa, au vu du parcours, tout ça, c'est Ouais. quand même encourageant pour la saison à venir. Ouais, puis ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on a remarqué, tu réponds quand même bien au volume. On a fait, au final, ta plus grosse semaine, je pense, à vie. 160, c'était ta plus grosse à vie ou pas au final? Je crois que j'avais fait 165 l'année dernière, Ouais, bah, mais c'est j'ai pas presque dépassé les ouais. Fait qu'on a 165. fait ta plus grosse semaine des derniers mois, Ouais. là, la veille, enfin la semaine juste avant le semi, comme quoi des fois ça marche bien là, Ouais, de faire des pics de forme en carrément. termes de volume. Au niveau musculaire, je pense que ce qui t'a pas aidé, c'est le décalage horaire aussi. Enfin, le jet lag, c'est difficile dans ce sens-là. Il y a 6 heures. Et mine de rien, le sommeil, il prend un coup. Tu te lèves super tôt. Tu dors pas tellement bien. Et ça, c'est un truc qu'il faut avoir de l'expérience quand même. C'est pour ça aussi que j'ai décidé de venir plus tôt. D'ailleurs, si vous allez faire des courses comme moi là, à l'international, là où vous avez un gros décalage horaire, moi je conseillerais de venir au moins 4 jours avant, quoi. Ouais, puis en fait, on dit même une journée par heure, tu vois. Fait qu'idéalement, si Ouais. tu as 6 heures, tu voudrais venir une semaine avant si tu veux vraiment que ce soit idéal. C'est ça. Mais ouais, en venant, moi je suis arrivé le mardi pour courir le dimanche. C'est pas mal, ouais. Franchement, c'était pas mal. Le premier soir, je me suis réveillé à 1h du mat. Mais après, plus ça allait, plus mon réveil se décalait et j'ai vite retrouvé mon rythme. Ouais. Donc ouais, j'ai bien fait exprès de venir plusieurs jours avant pour éviter que ça me desserve trop. Ouais. Fait que ouais, belle prépa, puis bon, le meilleur reste à venir aussi, parce que là, on va préparer des 10 km, ce qui est plus ta spécialité aussi, je pense. Ouais, carrément. Là, pour le coup, le semi, je prends de plus en plus de plaisir. La saison dernière, très honnêtement, sur semi, je me forçais pas à faire du semi, mais je prenais carrément moins de plaisir sur semi que sur 10, que ce soit au niveau des prépas ou même pendant les courses. Mais là, à Montréal, j'ai vraiment kiffé la course et je commence vraiment à mieux gérer mes courses. Je me suis aussi ravitaillé, chose que je faisais pas sur semi. Donc, faut encore que j'apprenne à ce niveau-là. Mais ouais, je commence à bien aimer le semi-marathon. Donc, je pense que voilà, on va faire les deux cette saison. Mais là, comme tu dis, on va se refocus sur la base et sur là où je suis le plus fort et ce que je kiffe le plus, ça veut dire le 10 km route. Et c'est vrai qu'on a des grosses ambitions cette année et j'espère que ça va le faire. Ouais, le sub 29, ça serait magnifique. Je pense qu'il y a quand même des gros avantages pour un coureur de 10
à explorer des distances qui sont un peu adjacentes. Le 21, c'est l'endurance du coureur de 10. Je pense qu'on devrait faire plus de 5 aussi, parce que c'est la phase vitesse. Pour un mec qui veut faire sub 29, je pense que c'est quand même important d'aller toucher du 14 bas, voire sub 14. Après, je sais que les 5, il y en a moins en France. C'est plus des 5000 que tu dois peut-être aller chercher sur piste, pardon. Oui. Mais ouais, je pense que c'est important d'aller explorer les distances autour là, pour voir en fait. Puis explorer les distances autour, c'est une façon de voir ce qui manque à un coureur. Tu vois, si tu regardes toi tes équivalences, un mec qui court 29-27, en théorie, il devrait casser le 1.5. Fait que voir qu'au final, pour l'instant, ton niveau, c'est peut-être plus une 5 haut, ça nous prouve qu'on est sur la bonne voie quand on augmente le volume et quand on augmente aussi les intervalles des 2000, des 3000 mètres, autour de Pace Summit. Ça prouve que c'est la voie à prendre aussi. Mais il faut aussi le 10, c'est difficile parce qu'il faut tout en fait pour faire un bon 10. Il faut être extrêmement endurant et il faut quand même avoir une bonne vitesse, là. Surtout à ton niveau où tu cours dans les 2,50. Là. Ouais. Non, c'est sûr. Comme tu dis, le 5000, je voulais en faire un d'ailleurs en fin de saison dernière, mais vu que j'avais beaucoup fait une grosse saison, parce que je prends aussi beaucoup de dossards, ça peut être un problème parfois. mais je pense que la saison prochaine, là, en France, nous, c'est autour du mois de juin où on commence à avoir tous les meetings. Il y a des gros meetings à Lyon et c'est vrai que j'aimerais bien me tester sur 5000. Ça peut faire partie du plan pour la saison 2024. Là, donc, je suis carrément chaud pour faire ça. Ouais. Ah, puis je trouve que la variété, ça fait partie du plaisir aussi en course. C'est clair, ouais. C'est important. J'avais une question plus générale. Toi, c'est quoi la différence que tu vois entre quand tu te coachais toi-même? Parce que donc, toi, avant, pour préciser, on n'en a pas parlé, mais je pense que tu t'entraînais plus par toi-même, c'est ça? Ouais, je me coachais entre guillemets. Hein. C'est ça. Mais c'est toi qui faisais tes propres plans d'entraînement. Tu étais quelqu'un quand même d'assez solo au final. Tu jogues beaucoup tout seul, tu fais beaucoup tes séances tout seul, même si parfois tu les partages avec d'autres coureurs. C'est quoi la différence que tu vois entre travailler avec quelqu'un puis travailler par soi-même? Ouais, c'est sûr. De toute façon, tu es mon premier coach perso. Moi, j'ai commencé l'athlé en club, au club de Caluire, là où je suis encore aujourd'hui licencié, il y a environ 4-5 ans, je dirais. Et comme tu dis, hein, moi, je piochais par-ci, par-là. Un pote, il me disait, allez, viens, j'ai 10 fois 400 à faire. Je lui disais, allez, je viens avec toi, je fais ça. Et je réfléchissais pas trop à qu'est-ce que ça pouvait m'apporter ou justement si c'était bon pour moi ou pas en fonction de ce que je préparais. C'était plutôt au feeling, hein, et je marche encore beaucoup au feeling, hein. Je trouve que c'est quand même important. Mais voilà, le fait d'avoir commencé avec toi, ça m'a permis déjà de me cadrer. Et aujourd'hui, en fait, finalement, je me prends plus la tête avec mes entraînements. Je sais que mes jogs, j'ai pas forcément besoin de toi pour faire mes jogs. Mais voilà, je sais que les séances, j'ai juste à regarder sur Nolio et puis voilà, tu m'as mis la séance, j'applique la séance et c'est réglé, quoi. Ouais. Et j'ai pas trop besoin de réfléchir. Donc, Il y a une décharge mentale. Ouais, ça c'est vraiment un plus. Parce que tu faisais comment en fait avant genre tu pensais comment? Est-ce que tu pensais le jour même à ta séance ou t'écrivais quand même un peu ton plan à l'avance? Tu faisais comment? Ah non, pas du tout. Moi, je marchais vraiment au feeling. Mais c'est quoi le feeling quand tu veux faire une séance de qualité? Tu te lèves, tu dis aujourd'hui je veux faire une qualité, puis tu penses au dernier moment à ta séance, genre? Déjà, je faisais pas de plan à l'avance, donc ça c'est sûr. C'était peut-être la veille ou quoi, j'allais sur internet, je piochais voilà, séance 10 km. Jogging international. Ouais, je faisais des trucs assez classiques, puis après aussi je faisais parfois des séances avec le club, hein. On avait un plan avec le club, donc voilà, comme je te disais, je piochais par-ci par-là. Des fois j'allais avec le club, des fois j'allais avec des potes en dehors du club. C'était vraiment au feeling, comme ça venait, quoi. Okay. Mais non, je me faisais même pas de plan à proprement parler, et je faisais beaucoup de courses. Là, j'en fais moins, mais moi je prenais les courses comme des séances en fait. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, sauf si tu te pousses à fond à chaque fois, je pense. Mais en fait, ça allait bien dans ton cadre où vu que tu t'écoutais, si tu faisais une course à fond le week-end, en fait, après, tu n'avais pas de pression du plan pour faire une qualité directe dans la foulée. Fait qu'au final, je pense que ça marchait bien pour toi. C'est ce qui aussi a fait que tu es vraiment très, très spécialisé en 10 km et que tu as beaucoup de confiance sur cette distance aussi, là. Mais tu sais, on en avait beaucoup parlé, mais je pense que de trop compétitionner, ça te grille des cartouches au bout d'un moment de l'entraînement. Puis on l'a vu la dernière saison, quand tu étais top shape et que tu as enchaîné les courses, c'est là où après il y a eu un gros down dans ta saison, puis que tu as des fois eu des petits inconforts, etc.
Fait que, au niveau des courses, je pense que c'est super important en fait quand on est avec un coureur comme toi qui a l'envie. Tu sais, tu me fais un peu penser à Anaïs Kemener aussi parce Ouais, qu'elle carrément. elle Ouais. met des dossards tout le temps. Puis j'ai fait aussi un peu son analyse, donc je vois Ouais. un peu la personnalité. Puis je pense que ces athlètes-là, puis je pense que c'est l'erreur que j'ai fait au début quand on travaillait ensemble, de trop arriver avec trop de structure. Tu sais, c'est comme, ça fait une trop grosse différence. Puis toutes les gens peuvent être frustrés dans l'équation parce que toi, tu es comme, t'as trop de structure. Puis moi, je suis comme, attends, c'est quoi ce bordel? Il met un dossard tous les week-ends. Puis avec le temps, j'ai appris, parce qu'en plus, j'ai d'autres coureurs un peu comme toi, là, qui aiment vraiment faire plus de courses, puis elle a l'envie. Puis je pense qu'il faut mettre de la structure, super important, mais juste très progressivement, puis respecter l'envie du coureur quand même. Faire un peu des compromis, en fait, tout en expliquant, genre, OK, voilà le nombre de dossards qu'on va mettre, que tu vas mettre cette saison à peu près. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Puis peut-être c'est 2 fois moins, là, ce qui est déjà énorme, mais au moins on sait que tu vas pouvoir rentrer des plus beaux entraînements, des plus grosses semaines, plus de volume, parce que je pense que c'est dur de rentrer du volume quand tu fais un 10 tous les week-ends, parce que tu coupes un peu avant, tu coupes un peu après, puis au final, tu coupes un peu tout le temps, quoi. Ouais, si tu veux être au top le jour de la course, t'es obligé de couper. Mais justement, aujourd'hui, maintenant, les courses, je les prends plus. Enfin, je me fixe on se fixe des objectifs. Par exemple, le SMI de Montréal, ça en était un. Là, je vais préparer un 10 pour mi-novembre où je vais essayer de battre mon record. Donc, ça va être un objectif aussi. Donc, les objectifs, ils sont fixés. Puis, je sais très bien qu'avant mon 10, je vais faire plusieurs courses. Hein, c'est déjà prévu. Mais ces courses, elles vont pas forcément impacter mon entraînement dans le sens où voilà, je vais arriver fatigué sur ces courses. Par exemple, le 10 km que j'ai fait avant le SMI, je suis arrivé, j'avais 130 km dans les jambes, je crois. Ouais. Donc, personne va sur un 10 pour performer avec 130 km dans les jambes et INSPE 2 jours avant. Non. Et voilà, donc, et pourtant, ça m'a réussi. Mais, Ouais, ça t'a réussi, mais c'était pas non plus à 29. mais j'aurais peut-être pu mieux faire. Ouais. Mais je Donc, pense que je pense que c'est une bonne chose d'apprendre à faire des courses en sachant que ton corps, il est pas à fond. Mais tu sais, t'aurais peut-être gagné 20 ou 30 secondes, mais peut-être que tu aurais perdu 5 ou 6 jours d'entraînement de plus. Ouais. Tu sais, il y a comme, c'est pas, tu vois ce que je veux dire, mais c'est pas linéaire en fait. Mhm. Si tu veux gagner 1 ou 2% de plus des fois, ça te va coûter beaucoup plus que 1 ou 2%, tu sais, d'aller dans ces retranchements. Je pense que tu l'as senti pour ce semi-là où tu es quand même allé dans tes retranchements, que ça prend au moins une semaine de récup, c'est-à-dire sans qualité, peut-être même des fois 10 jours selon l'athlète. Fait que ouais, moi le semi c'est plus long aussi, mais ça a un prix quoi. Ouais, là, carrément, là, j'ai fait beaucoup plus attention avant ce SMI à ma récupération. Hein, la séance P qu'on a fait ensemble mercredi, elle était assez light. Et après, j'ai fait que des jogs. Puis, je devais avoir 70-80 km quand je suis arrivé sur ce SMI. Donc, pour moi, c'est un volume assez bas. Donc, j'étais reposé, j'étais bien. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait une belle course et que j'ai eu peut-être cette ressource en fin de course qui m'a permis de faire la différence, quoi. Puis on a mis beaucoup de récup entre les répétitions aussi mercredi. Ouais. En gros, on t'a fait la même séance que moi j'avais, mais en coupant une répétition sur 2. Donc, tu avais énormément de récup. Et tu vois, au final, c'est un truc qui marche assez bien, je trouve. C'était vite. C'était quand même vite. Là, c'était proche de 3 minutes du kilo sur des 6, 5 minutes, 4 minutes et tout. Mais énormément de récup pour pas vraiment impacter et trop fatiguer le corps. Fait que je trouve que c'était assez intelligent. Puis, si tu compares avec moi ce que j'ai fait, je suis arrivé à la course avec, je sais pas, 130, 140, 150 peut-être kilomètres dans les jambes. Bah, tu vois, ça allait super bien sur les 10 premiers. Par contre, dès que tu avances dans la course, tu le sens que musculairement, t'es pas aussi frais que tu devrais. En plus, il y avait le parcours compliqué sur la fin. Donc, tu vois, c'est bien aussi des fois de faire des courses avec des jambes fatiguées parce que ça te fait apprécier un vrai affûtage dans des conditions plus optimales. Ah, c'est sûr. J'avais une dernière question au niveau du coaching. Est-ce que pour toi, c'est un frein ou pas d'avoir ton coach en présentiel? Alors, tu sais, c'est dur de comparer parce qu'au final, tu n'as jamais eu de coach en présentiel. Mais est-ce que toi, tu vois... là, on a été ensemble, fait que je pouvais te voir aussi courir, c'était cool. Est-ce que tu vois une différence, toi? Bah, écoute, pas forcément. Comment c'est organisé, ta manière de coacher, je trouve que c'est plutôt bien. Et au final, la course à pied, c'est un sport qui est assez solitaire, je trouve. Donc, un coach, même s'il est là, il va faire quoi? Il va être là, il va prendre tes chronos autour de la piste. Maintenant, les montres, elles peuvent le faire toutes seules. Ouais. Donc, moi, je pense il faut quand même être proche de son coach, beaucoup lui parler, tout ça, mais qu'il soit là physiquement à côté de toi, il n'y a pas vraiment l'utilité. Enfin, moi, du moins, j'en ressens pas l'utilité. On se parle assez souvent, que ce soit par texto
ou en visio. Donc, moi, il n'y a pas de souci à pas avoir, que tu sois loin. Et Et au franchement, niveau de la motivation, est-ce que tu trouves ça facile de faire les séances de qualité en étant pas mal seul là? bah après, en plus, on a un peu le même niveau. Donc, c'est sûr que si on était ensemble, ça pourrait être cool de faire les séances ensemble. Mais après, comme je te dis, moi, je suis assez solitaire et les séances de qualité, je les fais de plus en plus tout seul, même sur tapis, beaucoup. Donc, voilà, c'est comme ça que j'aime m'entraîner. J'ai pas envie, en fait, d'aller avec d'autres athlètes. Et en plus, en France, voilà, c'est beaucoup. Tu vas avec d'autres athlètes, ils te disent ouais, on va courir, je sais pas moi, à 3,10 au kill. Et au final, Ça il part n'y a rien qui est respecté. C'est vrai que j'ai remarqué ça quand même en Ah France, ouais, que en fait, c'est la compétition à l'entraînement souvent. ouais, ça Après, je arrive. pense que je pense qu'en fait, si tu t'entraînes en groupe, faut que tu aies toujours le même groupe et qu'il y ait des discussions. Tu vois, nous, par exemple, à Montréal, je pense qu'honnêtement, c'est pas du tout que les Français, hein, je l'ai vu largement aussi au Québec. Euh, à Montréal, quand moi je m'entraînais en club, maintenant je suis plus avec un groupe, je suis plus tout seul là, mais c'était vraiment souvent la compétition, surtout avec les gens qui sont proches de ton niveau, parce qu'il y a plus de rivalité avec les gens qui ont des chronos un peu similaires aux tiens. Et tu vois, on a eu des vraies conversations au bout d'un moment parce que ça me saoulait, tu vois. Je disais, mais les gars, attends, je sais pas, on va faire par exemple 10 fois 1000 en 3,8 par exemple. Et bah, ça finit en 2,55 ou tu vois, des choses comme ça. Vraiment trop vite, tu vois. Si c'est quelques secondes, ça va, mais après, c'est juste plus les mêmes qualités. Puis en fait, tout le C'est monde se ça, grille, tu vois. c'est Et ça. en fait, celui qui, au final, euh, pour qui c'est le moins délétère, ça va être le premier tout le temps. Celui qui est le plus rapide. Ouais, et c'est souvent celui qui fait le moins de volume ou qui s'entraîne moins. Ça dépend. Je te dirais que pour nous, c'est l'inverse un peu, en général. Ok. C'est en général ceux qui bornent le plus qui sont les meilleurs et c'est eux qui. Mais tu sais, peu importe au final. Je veux dire, le groupe, il perd, je Ouais, pense, en fait, de ne pas avoir cette collaboration-là et d'être plus en compétition. ouais, c'est clair. Fait que ça s'apprend à travailler dans un groupe. Mais moi, personnellement, je trouve que je m'entraîne mieux quand je suis tout seul. Juste pour ces Ouais. raisons-là, en fait. Surtout pour l'espé, après les jogs, tout ça, Le jog, c'est 100%. cool, ouais, Le jog, c'est cool d'être d'être un en peu groupe. là. Mais c'est vrai que moi, l'espé, je l'ai fait souvent tout seul, ou quand je l'ai fait, c'est avec un pote et je donne le cadre Ouais. et on essaye de suivre le truc. Mais À deux, en général, il y a moins d'erreurs. Parce ouais, qu'à deux, t'oses moins un peu. Enfin, tu sais, c'est bizarre ouais, de partir devant comme ça à deux, alors que dès que t'es 3, 4, 5, là, c'est fini. c'est S'il y a ça. le coach au bord de la piste, là, tu veux montrer au coach, puis c'est fini. Puis il faut aussi qu'avec les autres athlètes, tu aies les séances en commun et tout. Donc, C'est pas évident, du coup. ouais, c'est Mm. ça. Avant, comme je le disais, vu que j'avais pas de coach, tout ça, bah, ça me dérangeait pas de m'entraîner avec les autres parce que je faisais pas attention aux allures, j'avais pas forcément de séances prédéfinies. Mais aujourd'hui, je peux plus trop faire ces dérives parce que bon, déjà, je suis pas un modèle par rapport au fait que des fois, je déroge un peu du plan, je prends beaucoup de dossards, tout ça. Donc, si je commence en plus de ça à aller trop vite sur mes séances ou pas faire les bonnes séances, ça va pas le faire, quoi. Ma progression, Mm. elle sera très limitée. Ouais, puis le risque, il va augmenter surtout. Quelques questions en rafale pour toi, Antoine. Allez. C'est quoi ton souvenir le plus mémorable en tant que coureur? Bah franchement, je pense que je vais garder des bons souvenirs là de Montréal parce que déjà, au-delà de la course, j'ai beaucoup aimé la ville et le parcours, enfin les paysages, tout ça, incroyable. L'ambiance, vraiment au top. Et bah, le fait de gagner, quoi, ça restera vraiment ancré un moment, je pense. J'ai eu beaucoup d'émotions à l'arrivée de cette course. Mm. Et du coup, je pense que c'est vraiment, en plus sur un semi, donc ouais, c'est vraiment un moment que je vais me souvenir. Après, les championnats de France de l'année dernière, c'était quand même aussi un grand moment pour moi parce que c'est pareil, je crois que j'étais 19e ou 20e chrono à l'engagement, donc j'étais clairement pas dans les favoris, personne me connaissait, enfin voilà, j'étais personne, il y avait vraiment des gars bien meilleurs que moi sur la start line et je pensais jamais faire une perf aussi bien sur ce parcours et surtout me classer aussi bien. Je fais 11e au général et 9e français. Donc, quand tu pars 20e chrono d'engagement, c'est quand même pas mal. Ouais. Donc, ouais, j'étais vraiment satisfait de cette perf. Pour le coup, les championnats de France, ça restera un bon moment.
Et puis, mon premier sub 30, je pense. C'était quand ton premier sub 30? Mon premier sub 30, c'était à Vénissieux, le 10 km de Vénissieux, en novembre 2022, du coup. D'ailleurs, le 10 km de Vénissieux que je vais refaire cette année. Hein. Et ouais, le premier sub 30, j'ai versé ma petite larme. Hein. Franchement, c'est pareil. Mon record, ça devait être à l'époque dans les 30-20, 30-30. Et là, je reste avec le groupe de tête. Je claque un 29-32, je crois. C'est ton premier sub 30, 29-32? Ouais, je suis même pas passé par la case 29-50 ou quoi. J'ai pas perdu de temps. Donc, non, ouais, c'était vraiment incroyable quand j'ai levé les yeux sur la ligne d'arrivée. J'ai vu 29-20, les secondes, elles défilaient, tout ça sur le sprint final. Et après, je vois 29-32. Enfin, c'était un moment dingue parce que je pense que pour plein de coureurs qui sont autour des 30, tout ça, la barrière, vraiment la barrière des 29, des 30 minutes, ça peut être compliqué. Ouais. Et là, je l'ai passé comme ça. Donc, vraiment, c'était un super moment. Donc voilà, maintenant, le sub 30, il me fait un peu moins d'effet, mais faut aller chercher le sub 29 du coup. Ouais, il y a toujours un autre objectif. C'est quoi ta séance favorite pour préparer un 10 kg? Bah moi, en fait, j'aime beaucoup... je t'ai choisi aussi en coach parce que j'aime beaucoup ta philosophie, en fait. Faut voir ça comme ça. Et les entraînements que tu proposes, les fartleks longs un peu, où tu as 25-30 minutes de séance, mais où tu vas pas forcément te finir ta séance en vomissant ou en te mettant super mal, tu vois. C'est vraiment ce que je préfère, quoi. C'est vraiment faire un gros volume de séance, mais sur des allures, on va dire, contrôlées, entre guillemets, sur des allures de course. Donc, t'as un exemple de séance? Ouais, par exemple, une séance que j'ai fait pendant la prépa semi, je crois que c'était 7, 6, 5, 4, 3, un truc comme ça, où tu commences 7 minutes, pace marathon ou au seuil, je ne sais plus exactement. Et ensuite, c'est dégressif et plus ça baisse, plus ça va vite. Tu finis à allure 3000 ou 5K. Et voilà, c'est pas des allures où tu te fais hyper mal, comme on dit. Mais moi, c'est ce que j'aime, c'est vraiment faire du gros volume sur mes séances. Et ça permet aussi de faire la caisse, tout ça. Et j'aime vraiment beaucoup ces séances, plus que, tu vois, quand tu me mets des séances 8 fois une ou des trucs comme ça, j'ai toujours du mal. Même des fois, il y en a certaines que je fais sauter, pour tout avouer. Ouais, mais le truc de cette séance, honnêtement, puis nous, moi, c'est ce que j'essaie de faire avec le coaching, c'est essayer de sortir du cadre traditionnel. Puis, je pense que 10 fois 400, 10 fois 500, 8 fois 1000, honnêtement, c'est vraiment des séances bien au sens où tu peux évaluer le niveau de l'athlète et le comparer par rapport aux autres saisons. C'est bien et c'est pas bien à la fois, hein, on s'entend. Le problème de ces séances, c'est qu'elles sont pas très fun, elles sont pas très amusantes et elles sont redondantes. Et je pense qu'un athlète, déjà, c'est du grind, la course à pied. C'est déjà dur en soi. C'est toujours la même geste, c'est le même gestuel. Et je pense que si tu n'innoves pas au niveau des séances, tu fais juste ronger ta motivation, là, comme dirait Mathieu Blanchard qui était assis ici. Là. J'aimais bien l'expression ronger sa motivation parce que c'est vraiment ça. Si tu peux travailler la même qualité d'une autre façon, c'est-à-dire par exemple la pyramide dont tu as parlé, 7, 5, 4, etc., pourquoi tu le ferais pas, quoi? Avec le 10 x 400, honnêtement, moi personnellement, j'en ai pas fait depuis genre, je sais pas, je vais dire des années, c'est peut-être pas vrai là, mais c'est pas une séance que j'attends avec impatience. Non, mais moi c'est pareil, je pense que de toute façon, je referai plus trop ce genre de séance. Hein. Faut pas dire que c'est inutile ou quoi, mais en fait, elle est bien, c'est juste on l'a trop fait. Ouais, c'est ça, on l'a trop fait et puis c'est monotone. Moi, j'aime vraiment le changement d'allure. Le fartlek, ouais. Le fartlek, c'est vraiment ma séance. Enfin, c'est vraiment le truc que je préfère. Le fartlek long, là, où tu fais 30 minutes de séance, à la fin, t'es bien, t'es fatigué, mais le lendemain, tu sais que limite, tu peux refaire une séance ou doubler et t'auras pas de soucis avec des grosses douleurs musculaires. Ouais. Mais moi, c'est un peu ce que je reproche aussi à trop de travail de VMA, c'est de créer trop de lésions musculaires, en fait. C'est sûr qu'un des déterminants de la performance, c'est la VO2 max, mais je pense qu'il est beaucoup trop utilisé, en fait, ce facteur de performance. Tu vois, les séances de VMA, dans une prépa semi, je pense même pas qu'il faille en mettre une par semaine, honnêtement. Surtout pour un coureur comme toi,
qui a déjà un profil avec un bon ratio vitesse. Mhm. Là, tu sais. Mais d'ailleurs, j'ai reçu des messages, tu vois, enfin, ça arrive régulièrement que je reçoive des messages de personnes qui, finalement, ils analysent mon Strava et Les parce que fameux, on les connaît, ceux qui ouais, analysent le parce Strava. que vu que j'ai quand même une bonne progression, il faut le dire, depuis 2 ans, je dirais. Ouais. Bah les gars, ils se demandent un peu comment j'ai fait pour passer pour casser le 30 aussi vite. Et du coup, ils analysent un peu. Et j'ai eu beaucoup de messages qui disaient: mais je comprends pas, tu vaux 29-27, mais quand je vois tes séances, tu cours comme un mec qui vaut 31 Hein. ou 30. Enfin, je comprends pas pourquoi tu fais pas ça ou pourquoi. Bah, la preuve que ça marche. Parce Ouais, c'est que. drôle, ils pensent comme à l'envers un peu. Ouais. Enfin, non, en Et fait, c'est aussi qu'ils sont juste curieux puis qu'ils veulent apprendre peut-être. aussi, ouais. Mais c'est vrai que c'est rigolo, mais j'ai eu plein de messages comme ça. Moi, des fois, je vois les séances des mecs de mon niveau là, au marathon ou bah, tu sais, l'équivalence sur 10 Ouais. kilos. Puis honnêtement, je ferais jamais ça. Genre. Enfin, je ferais pas ça tant que je fais pas de 12 ou de 13. Des fois. Après, je pense aussi qu'il faut remettre du contexte au sens où si tu fais pas un certain volume, il y a un moment où il faut forcément que tu compenses quelque part. Je veux dire, il n'y a pas de magie en fait. Moi, j'ai une approche quand même très centrée sur le volume Mm. qui permet de diluer la qualité. C'est-à-dire que plus tu fais de volume, plus la part de qualité diminue d'une certaine façon. Si tu fais une approche un peu à la française avec un volume modéré, voire faible, bah, il va falloir que tu mettes plus d'intensité. Ouais. Mais peut-être que tu vas surtout performer aux 5 km et aux 10. Par contre, dès que tu vas monter sur semi et marathon, tu vas voir que l'équivalence se dégrade progressivement. C'est ce qu'on a montré plusieurs fois en analysant base athlée en France. Là, on Mm. voit que les meilleurs sont à 10 km, là, les meilleures performances françaises. Dès que tu vas sur semi et marathon, ça se dégrade. Fait que ouais, je pense que c'est important d'avoir un gros volume. Pour cette raison. Ouais. Fait que tu leur dis quoi aux gens quand ils te demandent c'est quoi la clé? Bah, déjà, je leur dis que moi, j'ai un coach et que. Qu'ils peuvent aller me demander. Ouais, voilà. Ah, ok. Non, je leur dis que c'est vrai. Hein, enfin, moi, je suis pas légitime. J'ai pas de formation de coach. J'ai rien du tout. J'ai juste mon expérience. Mais moi, je leur dis juste que j'ai un coach et que j'écoute ce que dit mon coach et que ça marche pour moi. Donc, je me prends pas la tête, c'est tout. C'est vrai que toi, tu t'en fous en fait de la philosophie, C'est ça. de l'entraînement et tout. Enfin, c'est pas ce qui t'intéresse le plus. Toi. C'est pas ce qui m'intéresse le plus. Enfin, je trouve que c'est important quand même voilà, de connaître les bases, de s'intéresser à pourquoi tu fais cette séance, quel est le but. Mais voilà, il faut aussi faire 100% confiance à son coach. Je pense que c'est aussi pour ça que tu comprends un coach. Ouais. Donc ouais, non. Moi, je m'inquiète pas. Je sais que depuis que je suis coaché par Runwise, je progresse et ça continue encore. La preuve, j'ai encore cassé 20 secondes, plus de 20 secondes à mon chrono semi. Donc, Mais moi, je suis étonné à no chaque fois stress. quand je prends j'ai quelques athlètes de ton niveau, là, de vraiment plus haut niveau. Puis, tu sais, à chaque fois que je prends un athlète de ce niveau-là, moi, c'est plus dur parce que je me dis, attends, s'il a déjà ce niveau-là, il doit être super optimisé sur tous les aspects et tout. Puis, en fait, je suis à chaque fois super surpris à quel point tu as des mecs qui viennent me voir de ton niveau, dans les 29, 30, ou tu sais, une 6 au semi, puis pas du tout optimisé, quoi. Genre, et ça, c'est une bonne nouvelle parce que si tu arrivais avec l'entraînement parfait, c'est plus dur pour moi d'aller chercher des pourcentages à droite, à gauche. Quand c'est des marathoniens, c'est plus facile parce que le marathon, tu peux aller chercher des pourcentages sur d'autres aspects qui n'existent pas sur le 10 et le semi. Par exemple, nutrition, Ouais. ça va être vraiment énorme. Tu vas aller pouvoir chercher sur le parcours, sur le pacing, c'est-à-dire la stratégie de course. Le marathon, en général, si tu pars vraiment à la bonne vitesse, tu peux déjà gagner quelques pourcents. Tu peux aller chercher sur le volume, mais encore plus que sur. Si tu fais vraiment plus de volume sur marathon, ça paye direct. Au 10, il n'y a pas tout ça, quoi. La nutrition au 10, voilà, quoi. Il y a pas, tu prends pas de gel sur Ouais, le c'est 10. clair. Donc, non, moi, je trouve ça vraiment. Mais c'est excitant aussi de coacher des athlètes. Bah, tu sais, t'es le seul athlète que je coach qui court plus vite que moi, là, sur 10 km. Fait que moi, j'aime ça. J'expérimente des trucs aussi, tu vois. Ouais, c'est ça. Et puis après, comme tu dis, enfin moi, quand j'ai fait la démarche de commencer le coaching avec toi, bah, justement, je savais au fond de moi-même qu'il n'y avait rien qui était optimisé, que je faisais un peu n'importe quoi, entre guillemets. Donc, c'est pour ça que même aujourd'hui, je suis encore confiant sur ma progression et je sais que je vais encore progresser, que ce soit sur 10 ou semi. Je sais que voilà, je ne vais pas stagner. Bon,
On verra dans 2 ans. Hein. Peut-être vous me ressortirez la vidéo là et je vais passer pour un idiot. Mais c'est pas grave de pas progresser pendant 2 ans. Il y a des mecs qui n'ont pas progressé pendant 5 ans puis qui ont eu une breakthrough plus tard. Fait que faut pas avoir peur, je pense, de stagner si tu es avec une mentalité que en fait, tu apprends. Je pense vraiment que ça prend des moments d'une carrière où parfois tu stagnes, voire tu régresses, voire tu fais des moins bonnes pertes. Par contre, je me suis trompé, j'ai dit que tu étais le seul athlète qui était plus vite que moi sur 10. C'est pas vrai, il y a Ludovic Bourg aussi qui court 29,59 sur 10. Vous êtes 2 maintenant. Ouais, ok. je sais au cas où il écoute, là, je veux pas qu'il se sente insulté. Ouais, mais toi, si tu cours... Enfin, t'as pas cassé le 30 sur 10 parce que tu t'en es jamais occupé aussi. Bah, après, tu peux trouver les raisons que tu veux, mais à la fin, j'ai pas cassé le 30. Ouais, c'est vrai. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que oui, il y a des raisons, c'est sûr, mais j'ai pas cassé le 30. Au final, peu importe, tu vois. Après, je pense qu'à un moment, ça va vraiment me tenter. Quand j'en aurai marre d'enchaîner les prépas marathons chaque année, là, pour l'instant, j'en ai pas marre, j'adore ça. Mais il y a un moment où c'est sûr que je vais vouloir faire une vraie prépa 10, faire un vrai 10, parce que aussi, ce qu'on dit pas, c'est que c'est très difficile de trouver un 10 qui roule au Québec. Tu vois, là, j'ai dû aller aux États-Unis pour courir un 10. Au final, je suis tombé dans une course avec 80 mètres de dénivelé. On aurait dit le marathon de Boston. J'étais pas prêt du tout. Fait que j'ai fait, je sais même plus combien j'ai fait, mais j'ai fait 30 minutes 40, un truc comme ça. Fait que super loin du niveau que je pensais avoir. Fait que, tu sais, pour moi, le 10, ça devient là beaucoup d'investissement pour en fait pas grand-chose, parce que je fais partie des gens qui pensent que pour progresser sur marathon, t'as pas nécessairement besoin de beaucoup faire progresser ton 10 dans une certaine mesure. Tu vois des mecs qui tapent des Japonais qui tapent le 2-10, 2-11, 2-12 avec des 30 minutes au 10. Puis tu as des mecs qui font 29 minutes, qui vont faire de 18, de 19, là, dans ces eaux-là. Ah ouais, pour moi, c'est des qualités super différentes, le 10 et le marathon. C'est quoi, à ton avis, que trop de coureurs négligent selon toi? Trop de coureurs négligent, je pense le volume, hein, peut-être que... Beaucoup de coureurs courent pas assez, tout simplement. Enfin, moi, j'ai remarqué que depuis que j'ai augmenté mon volume, c'est un peu ce qui m'a fait exploser. Donc, même avant qu'on commence ensemble, hein, parce que en fait, j'ai fait le sub 30 juste peut-être 1 ou 2 mois après qu'on ait commencé ensemble. Ah oui. Mais en fait, j'avais déjà augmenté mon volume parce que je regardais déjà tes vidéos et puis je commençais aussi un peu... J'avais fait un chrono de 30 sur 10, donc tu vois, c'est encourageant. Et du coup, j'étais à fond et je commençais déjà à me renseigner sur comment mieux perf, tout ça. Et c'est vrai que j'aimais beaucoup la philosophie que ce soit de Jacob ou des athlètes comme ça. Ouais, des athlètes qui m'inspirent beaucoup. Et c'est basé sur du gros volume. Donc, j'avais déjà ça en tête avant de commencer le coaching avec toi, et j'avais déjà commencé à augmenter mon volume. Je faisais peut-être dans les 90-100 km à l'époque, et ça m'a déjà fait progresser. Donc après, on en revient toujours à la même chose, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Peut-être qu'il faut revoir, si un coureur stagne, peut-être qu'il faut revoir sa manière de s'entraîner, peut-être faire un peu plus de volume et un peu moins se faire mal sur les séances, on va dire. Après, voilà, je saurais pas trop quoi dire à ce sujet-là. Non, c'est un bon point. Honnêtement, je pense que moi, c'est ce que je remarque le plus, hein. Le volume. Puis je pense aussi qu'il y a un continuum. Si tu mets à gauche du continuum la qualité, c'est-à-dire l'intensité, puis à droite le volume, en fait, je pense que tu peux pas augmenter l'un sans baisser l'autre. Ouais. Quand je prends un coureur qui vraiment il manque d'endurance, tu le vois sur ses équivalences, qui manque de volume dans les jambes, il est à genre, je sais pas, 2000 km par année, tu sais, c'est pas assez si quelqu'un veut vraiment progresser. Après, c'est sorti de son contexte, 2000, c'est un exemple là. Le premier truc que je fais, c'est que je baisse la qualité en fait. Je mets moins de qualité pour augmenter le volume. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que c'est quand tu montes tout en même temps qu'il y a un gros risque de blessure ou de fatigue. Oui, c'est sûr. Donc d'abord, moi, ce que je fais, c'est OK, on va baisser la qualité. Donc les séances vont être plus faciles, on va peut-être avoir moins de répétitions, mais ça peut être plusieurs mois là, pendant plusieurs mois, on va se focus sur courir plus. Et paradoxalement, faire ça va faire en sorte que la personne va moins se blesser à terme parce que le corps va être plus fort. Si tu jogues tous les jours pendant 1 an, là, tu vas être prêt à encaisser après. Mais c'est que les gens, ils n'ont pas envie de faire ça parce que les gens, ils veulent s'entraîner comme les pros aussi, tu vois. Et ça, je pense, des fois, c'est un peu les travers de YouTube, Instagram et compagnie, c'est de montrer ce que font les meilleurs.
Et ça donne envie. Et quand tu vois Jimmy Gressier qui tape un 15 fois 1500 ou, tu sais, je sais pas, n'importe quelle séance de Kipchoge, de Jacob, bah, tu as envie d'aller à la piste, de prendre tes pointes, puis d'aller rentrer des grosses séances. La vérité, c'est que ces mecs-là, je prends Jacob par exemple, je sais qu'il va courir plus que 7000 km par année. Il fait ça depuis, il fait ça depuis longtemps, quoi. Il fait ça depuis qu'il a 14, 15 ans, voire avant. Donc, ça prend du temps. Et c'est ce que je disais un peu, tu sais, ce concept de diluer la qualité, c'est ça. C'est tu fais un gros volume pour faire beaucoup de qualité. Mais si tu commences à faire beaucoup de qualité avec un petit volume, c'est là où, en général, c'est risqué. Non, mais c'est vrai, comme tu dis, je te rejoins là-dessus, sur le fait que déjà, là, on parle de volume depuis tout à l'heure, mais attention, il faut y aller progressivement, c'est sûr. Moi, j'ai pas monté mon volume de 50 km à 140 comme je fais à peu près aujourd'hui en un claquement de doigts. Ça prend du temps, ça prend des années. Ça fait bientôt 10 ans que je cours. Donc, comme tu dis, il faut faire très attention avec ça. Et c'est clair que ça m'a beaucoup aidé aussi par rapport aux blessures. Parce que avant, je me blessais beaucoup. Puis, j'ai eu une opération aussi du ligament croisé. Donc, c'est une grosse opération au genou. Et ça m'embêtait un peu tout ça à mes débuts. Et aujourd'hui, bah, j'ai plus aucune blessure. Enfin, quand j'ai des blessures, c'est des petites tendinites ou des petits trucs. Ça dure 2 semaines, 3 semaines et ça part. Et je dirais, ça fait 3-4 ans que vraiment, j'ai pas eu besoin de m'arrêter à cause d'une blessure liée à la course à pied, quoi. Ouais. Ça, c'est quand même bon signe en général. Quand on peut, c'est con, hein, mais le meilleur, indirectement, un des meilleurs prédicteurs de performance, c'est de ne pas se blesser, puisque c'est le volume. Ouais. Et pour faire du volume, il faut que tu ne sois pas blessé. Fait que si tu te blesses, tu perds des kilomètres. Puis, tu en perds beaucoup là, si tu ne cours pas pendant 2-3 mois. C'est clair. Bon, du coup, Maxime, on a pas mal parlé d'entraînement. Puis pendant tes podcasts, tu interviews souvent des gens, mais c'est vrai qu'on n'en sait pas trop sur aussi ta philosophie et ta manière d'entraîner les autres. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Bah, c'est sûr que ouais, j'aime bien parler de la philosophie d'entraînement sur les vidéos YouTube, mais au podcast, c'est rare qu'on ait le temps vraiment de parler de ça en profondeur. Après, honnêtement, tu me connais, là, moi je suis quelqu'un qui se remet vraiment beaucoup en question, parfois un peu trop. Et ma philosophie d'entraînement, globalement, reste la même, mais il y a beaucoup de détails qui changent avec le temps. Puis il y a beaucoup encore de points d'incertitude qui s'expliquent en fait par le fait que tout le monde est différent, tout simplement. Fait que, tu sais, pour revenir un petit peu à la base, là, moi, comment je vois les choses sur pourquoi un coureur progresse, c'est globalement, si tu veux progresser en course à pied, il faut que tu cours. Tu vois, j'essaye vraiment d'être le plus simple possible. Puis, tu sais, c'est pour ça que je parle du volume, parce que je pense vraiment que. Puis, quand on dit faut faire du volume, ça veut pas dire faut faire trop de volume. Souvent, les gens, ils voient faut faire du volume et d'un coup, ils ont l'impression qu'il faut courir 100 km par semaine. Il y a des gens que je coach, puis ils font. Je pense que les gens que je coach qui font le moins de kilomètres, ils en font 20 ou 30. Puis les gens ne penseraient pas que moi, je coach des gens, puis je leur donne seulement, entre guillemets, 20 ou 30, mais malgré que j'ai une approche qui est liée au volume, j'ai aussi un principe qui est central, c'est la progressivité. Fait que moi, quand quelqu'un vient me voir, mon but, si c'est ce qu'il souhaite, hein, bien sûr, c'est de le faire courir pratiquement tous les jours, en fait. Même si c'est 15 minutes par jour, je pense que le corps, il aime la répétition. Après, en général, les gens qui viennent voir, faut le dire, c'est des gens qui sont quand même sportifs. C'est des gens qui... C'est rarement des totalement sédentaires qui veulent commencer le sport, tu vois. Donc, c'est quand même important à préciser. Donc, en général, moi, mon but, c'est OK, tu cours 4 fois par semaine, bah, on va essayer de courir 6 fois par semaine. J'aime bien laisser un jour de repos pour les gens qui ne sont pas vraiment déjà aguerris et tout. Puis, souvent, les gens, quand ils viennent me voir, c'est parce qu'ils ont regardé des vidéos YouTube. Du coup, ils kiffent ça, en fait. Ils ont envie de faire du volume, ça les excite, ils veulent casser des barrières. La barrière des 30, des 40. En fait, tout le monde a des barrières. Tu sais, moi, j'ai encore des barrières. Ma plus grosse semaine, c'est 240, mais ça fait quoi de courir 250 ? Bon, 10 km de plus. Non, mais c'est ça. Après, comme tu dis, il faut que ce soit propre à chacun parce qu'on a une génétique différente. On est tous différents. Et comme tu dis, avec aujourd'hui les dérives des réseaux, tout ça, Strava, machin, maintenant, on est sans arrêt en train de se comparer aux autres. Et ça peut être un problème parce que tu vas voir que un gars qui est à peu près ton niveau, il va courir 180 km par semaine, bah, tu vas te dire il faut que je fasse plus que lui ou il faut que je fasse au minimum comme lui. Et ça peut être dangereux, mais ouais, il faut faire attention et il faut surtout se concentrer sur soi-même, je pense. Je pense que c'est un très bon point, puis je veux rebondir là-dessus, c'est un très bon point que tu amènes sur la comparaison parce que moi, je le vois beaucoup. Je le vois beaucoup, ce point de comparaison. Tu as quelqu'un qui arrive dans la course à pied, il ne connaît pas Strava, mettons.
il a pas de montre GPS, il a pas tout ça, tu vois. Il est au final super naïf et tu sais, il a un peu encore les yeux d'enfant, tu vois. Il découvre tout ça, il fait comme putain, j'ai fait ma première semaine à 30, moi je suis grave fier, je fais good job et tout, machin. Puis là, la personne, elle s'achète une montre, elle arrive sur Strava et selon Le ta côté personnalité, tu peux vraiment prendre un gros coup dans ton ego parce que tu te rends compte que malheureusement, 30 km par semaine, bah, c'est pas beaucoup par rapport Ouais. à plein d'autres gens. Et là, comme tu le dis, si tu as une personnalité où tu vas avoir tendance à te comparer et tout ça, il y a des gens, ça peut les motiver, mais il y a des gens, ça peut juste leur mettre un coup au moral et leur dire, mais en fait, je suis trop nul, puis à quoi C'est bon, ça. en fait, tu vois. Fait que je pense que c'est vraiment important d'arriver à être fier de soi par rapport à où t'en es. Tu vois, moi, je suis quelqu'un qui se compare énormément, puis je pense que je serai toujours comme ça parce que c'est ma personnalité, mais je me compare au sens où, putain, il y a des mecs qui sont capables de faire ça. J'ai trop hâte d'être capable de faire ça un jour. Tu vois, je me souviens, ma première année de course, je suis allé voir qu'est-ce que ça prend de courir si vite, parce que je faisais 40 minutes au 10, ce qui est déjà super Ouais. bien, tu vois. Mais je me dis, mais pourquoi il y a des mecs qui courent 30, 31 là dans mes vagues, au cross-country, pardon. Puis je suis allé voir, puis tu sais, ok, ils courent 130, 140 par semaine. Puis moi, j'ai eu envie de faire ça. Mais tu vois, j'étais excité. Mais je sais qu'il y a des gens, des fois, que je coach, tu vois, ça leur met un petit coup au moral. Et je pense que c'est là où il faut remettre le focus sur vous et soyez patient, tout simplement. Puis on n'a pas toutes les mêmes conditions de vie. Et tu as mis aussi un bon point sur la génétique. Bah, malheureusement, c'est vrai. Il y a des gens, ils encaissent le volume de fou. Il y a des gens, ils l'encaissent moins. Puis il y a plein d'autres facteurs. La course à pied, c'est un Ouais. sport avec 1 million de facteurs aussi à C'est ça. analyser. Fait que c'est pas évident de savoir. Ouais. Donc, il faut faire attention avec ça. Je trouve que c'est important. Faut qu'on parle du plan, là. J'ai vu que t'étais à sec. J'ai bugué, là. J'ai vu que c'était. Je t'ai pris de court là. Ouais, mais du coup, on parlait des différents types de séances. Enfin, moi, je disais que j'aimais beaucoup les séances longues, les fartleks, tout ça. Mais j'imagine qu'aussi les séances type 10 x 400, comme on disait, ça reste utile, hein, c'est clair. Mais du coup, qu'est-ce qu'il faut faire pour justement pour trouver l'équilibre et avoir une bonne progression en mixant un petit peu les différents types de séances? C'est une question difficile parce que je pense déjà il n'y a pas de bonne réponse. Je pense que il y a beaucoup de coureurs qui pensent qu'il y a la séance parfaite à ce moment-là. Mais moi, je pense pas. Et en fait, tu peux jamais le savoir. Je pense qu'un bon coach, il fait des hypothèses en fonction du profil du coureur. Donc moi, j'aime beaucoup, par Ouais. exemple, voir le profil de l'athlète en termes équivalence sur la plus grande palette de distance possible. Donc si un athlète, il a fait du 1500 au marathon, tant mieux. On peut vraiment dresser un profil. Et à partir de ces informations-là, on va avoir un profil sur est-ce que la personne elle est meilleure sur des allures 5, sur des allures marathon et pourquoi. Donc, aller voir, fouiller dans l'historique. Fait que moi, je pense qu'une séance, elle se donne qu'après avoir fait cette analyse-là en fait, du profil du coureur. Et elle tient aussi compte de où on en est dans la prépa. Si on prend par exemple, tu sais, il y a une séance, je pense que je te l'ai déjà donnée, c'est une séance que j'adore pour préparer les gens à un 10. C'est le 6 km tempo. Ouais. Qu'on fait à une allure très proche de l'allure 10 visée. Parfois un tout petit peu plus lent, mais au final, avec le contexte de compétition, les carbones et tout, c'est à peu près pareil. Bah, tu vois, cette séance, personnellement, je l'adore. Je trouve qu'elle marche super bien, mais elle ferait pas de sens en prépa générale, par exemple, tu vois. Fait qu'en fait, une séance, c'est toujours un moment précis de la prépa pour un profil précis, puis bien la quantifier. C'est ça qui est dur. Ok. Fait que, après, je trouve qu'un autre élément important, au-delà de tout ça, c'est puis moi, je le vois de plus en plus avec mes coureurs, surtout amateurs, c'est avoir du fun. Genre, quand on crée des séances, parce qu'on crée des nouvelles séances presque toutes les semaines là sur la plateforme Nolio, et c'est ça qui est cool, on essaye vraiment de se mettre, déjà de les faire nous-mêmes, c'est important, et on essaye vraiment de se mettre à la place du coureur quand il va faire la séance. Déjà, quand il va la voir sur son plan et quand il va la faire. T'sais. Est-ce que la personne, quand elle va voir la séance, elle se dit « Putain, ça va être dur, entre guillemets, fait chier » ou ce genre de trucs, ou est-ce qu'elle se dit « Oh, j'ai trop hâte d'essayer ça, ça a l'air amusant ». Je dis pas que chaque séance doit être amusante. Il y a un moment où c'est Ouais, difficile, mais autant que possible le rendre amusant, même si c'est une séance difficile. Exemple, une séance marathon classique qu'on peut donner, ça pourrait être 4 fois 5 km allure marathon, tu vois. Ouais. C'est redondant, c'est toujours les mêmes répétitions, tu tapes 4 fois la même chose. C'est solide, ouais. C'est un gros volume, okay, mais je pense que pour une séance P, 20 km de pace marathon, c'est OK. Puis c'est quelque chose qu'on voit, qu'on revoit tout le temps. Tu vois, moi, je le vois quand même assez souvent chez les gens, 4 fois 5 km pace marathon. Ou alors, tu peux te dire, bah, je vais faire quelque chose de différent. Tu vois. Au lieu de faire
4 fois 5 kilos de marathon, pourquoi j'irais pas faire, je sais pas, 6 kilos, 5 kilos, 4 kilos ou 3 kilos, tu vois. C'est à peu près le même volume. Est-ce que c'est le même volume, c'est toi 6 plus 4 10. 6, mettons 6, 5, 4, 3. Ça fait 18. Ouais, Fait qu'on est quasiment dans le même volume. Donc c'est bon. Mais on va avoir des allures différentes du coup. Le 6 kg, on va le courir marathon. Le 5, on peut le courir un tout petit peu plus vite que marathon. Le 4, on va le courir encore un peu. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus amusant parce que le cerveau, comment il fonctionne, c'est il anticipe la prochaine rep. Je sais pas si tu as remarqué, mais par automatisme en général, sauf si tu as vraiment travaillé ça, il va toujours anticiper ce qui s'en vient. C'est comme ça que Ouais, et ça quand va c'est faire. dégressif, en plus, c'est cool parce que du coup, C'est de moins en plus moins. la séance avance, moins t'en as à faire. Certes, tu vas plus vite, Mais tu triques le cerveau parce qu'en fait, ton cerveau, il voit surtout que c'est moins long. Même si c'est plus dur, il arrive moins à quantifier la difficulté que la longueur. Je sais pas si tu as remarqué carrément. ce truc-là. C'est pour ça que j'aime bien les Et fartleks. c'est pour ça que moi, je mets des pyramides descendantes. C'est parce que ça joue sur ce biais psychologique où la personne, elle se dit non, mais c'est de plus en plus facile. Ce qui n'est pas vrai. Un 3 km couru pace 10, c'est pas plus facile qu'un 5 km pace. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est même plus facile, en fait, un 5 km pace marathon. Mais c'est tellement plus court que du coup, on se dit ça va. Tu vois, si tu dois faire un 400 à bloc, c'est que 400 mètres, de toute façon. Fait que ça va. Fait que tu vois, moi, j'essaie vraiment de plus en plus de tenir en compte de cet aspect psychologique à l'entraînement parce que une séance, qu'elle soit dure, au final, on s'en fout. Mais imagine quand tu fais sur une saison 50 séances de qualité. Si 50 séances de qualité, tu t'es un peu fait chier, si c'était pas amusant, si c'était redondant, bah tu vois, à un moment, tu pètes un câble. Quoi. Ouais, c'est ça, tu perds en motivation. Ouais, tu perds en motivation et on dirait que tu vas à l'entraînement un peu en marche arrière, à reculons, tu vois. C'est ça, carrément. Mais je sais pas si toi, ça t'est déjà arrivé ou pas d'avoir des séances où tu n'avais pas trop envie d'y Ouais, aller. forcément, les séances qui sont très dures, des fois, surtout si tu es fatigué, tu l'as fait en fin de journée après le boulot, tout ça, ça peut être compliqué. Hein. Mais c'est vrai que, ouais, comme tu dis, moi, j'aime beaucoup les séances dégressives aussi, parce que mentalement, tu bernes un peu ton cerveau. Et au début, c'est dur, hein, parce que tu te dis, j'ai quand même un gros volume à faire, ça va être compliqué, mais plus tu avances dans la séance, Enfin, moi, plus j'avance dans la séance, plus je prends du plaisir. Ouais. Et après, quand tu termines, t'es vraiment content. Donc, et puis tu finis rapide, en fait. Tu finis rapide en plus, ça, cool. Tu te sens bien. Donc, ouais. Mais tu vois, j'ai encore des incertitudes sur certaines choses. Par exemple, au Kenya, dernière prépa, là, avant Rotterdam, j'ai fait 30 fois 400. Ah ouais. C'était en altitude, donc c'était dur. Et aujourd'hui, j'ai deux trucs, en fait, un peu antithétiques. D'une certaine façon, je me dis... À un moment, le marathon, c'est 42 km. Fait que c'est pas amusant en soi. Enfin, ce sera 42 km dans tous les cas. Fait que est-ce que rendre l'entraînement toujours fun, c'est créer des adaptations psychologiques nécessairement? Je sais pas. Tu vois, j'ai pas encore répondu à cette question. Je pense qu'en fait, la réponse se trouve dans la variété. Fait que, est-ce qu'un 30 x 400, ça va te faire griller une cartouche psychologique? Ou est-ce que ça peut être intéressant de temps en temps parce que c'est aussi la réalité du marathon où tu dois vraiment enchaîner 42 km d'affilée. Ah, c'est clair. Moi, aujourd'hui, je suis comme pour une approche un peu entre les deux. Genre, de temps en temps, j'aime bien mettre à mes coureurs, notamment aux marathoniens, parce que le marathon, c'est de l'extension, puis psychologiquement, c'est long. Il faut être concentré pendant plus de 2 heures. J'aime bien leur mettre des très, très, très longues, des ultra sets, je les appelle. Genre... donc, 30 x 400, c'est rare que je le mette. Je le fais pour moi, mais en général, à mes athlètes, c'est entre 20 et 25. Quand tu as 25 x 400, c'est déjà bien. Ouais. Parce que mentalement, 25, c'est beaucoup, même si 400, c'est court. Je mets 12, 13, 14, 15 x 1000. Déjà, c'est long, 15 x 1000, avec en plus le jog et tout. Fait que là, tu as des séances qui font 25 kilos facile. Tu peux y aller avec des 15, 20 x 600, ou bref, tu as compris l'idée, quoi. Ouais. Fait que ça, je le fais de temps en temps. Et quand c'est bien dosé, pas trop, les gens aiment ça. Tu vois, ils disent, oh putain, j'ai fait 15 x 1000. Ils sont trop fiers d'eux. Puis sur Strava, ça fait du kudos, tu vois. On va pas se mentir, un 15 x 1000, c'est beau, tu vois. Fait que les gens aiment ça. Par contre, si tu leur donnes ça 3-4 semaines d'affilée, au bout d'un moment, les gens, ils en ont marre. Ouais, c'est ça. Comme tu dis, je pense qu'il faut varier les plaisirs et il faut trouver un équilibre entre les séances plus compliquées mentalement et les séances, on va dire, qui vont mieux passer. C'est ça. Donc, et justement, là, par exemple, on va repartir sur une prépa 10 pour moi. Ouais. Sur quoi tu vas te baser? Comment tu vas construire mon plan pour cette prépa, par exemple? Mais c'est sûr que j'ai pas commencé à travailler dessus.
Mais je pense déjà, on a une information qui est intéressante, c'est ton SMI là. Ouais. C'est une information de plus. En plus, c'est pas non plus le genre de distance que tu fais toutes les semaines. Fait que là, on a vu que tu te débrouillais bien sur un SMI. On a vu que tu pouvais quand même finir fort sur un SMI comme ça. Ça veut dire que ton endurance est bonne en ce moment. Après, on n'est pas sur l'allure optimale que tu aurais pu tenir sur un SMI rapide parce que le parcours s'y prêtait pas. Mais déjà, ça veut dire que il faut qu'on continue de développer cette endurance. Je pense surtout en début de prépa. Là, si on dit qu'on commence la prépa maintenant, 10 par exemple. Mais je pense que pour toi, puis j'ai pas les données pour ça, c'est pour ça que je voudrais que tu fasses un 5. Mais je pense que si tu vas aller chercher du sub 29, il y a un moment, il va falloir que tu sois vraiment aussi plus à l'aise à des vitesses autour de 2,50. Tu sais, on n'a pas le choix là. Fait qu'il va falloir qu'on travaille cet axe. Fait que moi, comme je vois une semaine type pour toi, puis là, ça va varier, et puis c'est forcément plus complexe, mais ça va être une bonne séance pour maintenir tes capacités d'endurance qu'on a développées pendant très longtemps. Donc, typiquement, ça veut dire du seuil anaérobie. Donc, pour toi, ça va être beaucoup entre 3,04 et 3,08, en fait, très précisément, sur des répétitions quand même assez longues. Donc, on va être entre 1500 mètres et 3000 mètres, en fait. Et on va essayer de taper du bon volume, notamment au début de prépa. Mais vu qu'on va vouloir travailler un tout petit peu plus de VO2 max et un peu sous VO2 max, donc pace 5, pace 10, on ne pourra pas non plus maximiser le seuil. T'sais, comme on a dit tout à l'heure, il faut qu'on choisisse nos batailles. Hein. Sinon, l'athlète, il explose là. Fait qu'on va devoir travailler ça. Fait qu'on va vraiment devoir trouver le bon dosage et alterner des séances pace 5 autour. Donc pace 5, pace 10 et un peu de pace 3000. Au final, pour toi, c'est quand même important. Par exemple, le fameux 10 x 400. Alors, on frappelle 10 x 400, mais une équivalence à un 10 x 400 pace 3000, bah, pour toi, là, ça peut être bénéfique en sortie, en prépa 10, pardon. Et aussi, le truc, je pense que toi, tu vas bénéficier, et j'aime bien les mettre, c'est quand même foutre des bons pace marathons le week-end. Alors, pas tous les week-ends, parce que ça fait beaucoup après dans la semaine, mais mettre, par exemple, de temps en temps un 10-15 kilos de volume pace marathon, soit d'un seul coup, soit entrecoupé, je pense que pour toi, tu vas encore gagner pendant des années avec ce genre de séance. Parce que même si, en théorie, ça devrait être facile de faire du 3,15, 3,20 pour toi, si demain, je te dis de faire un 15 kilos à 3,15, 3,20, bah, ça va pas être si facile et ça va quand même laisser quelques traces pour toi. Fait que j'aimerais qu'on arrive à un moment au point où quand on doit faire 10-15 kilos d'un coup de pace 3,15 pour toi, que ce soit rendu facile. Puis là, on saura que ton endurance, elle est un peu plus équilibrée, tu vois. Fait que, y a beaucoup de... Mais c'est cool parce que je vois encore plein d'axes d'amélioration, sachant qu'on n'a même pas exploité la muscu non plus pour toi. Le volume, il est bon, mais je pense qu'un coureur de 10 de ton niveau, il peut monter très haut. Si tu regardes Julien Vanders, là, quand il a battu le record de France aux 10 km, de ce que j'ai compris, il était autour de 170-180 km et il s'entraînait en altitude. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que pour le 10, il n'y a pas besoin d'un gros volume. Puis c'est vrai, Jimmy Gracie, il arrive à faire des gros temps avec des volumes quand même assez modérés. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas se fixer de limite. Il ne faut pas avoir peur à un moment de monter à 160 pour toi, pour faire du 10, tu vois, si tu les prends. Surtout en milieu de prépa 10. Fait que, mais ça, tu vois, ça prend du temps parce que pour que tes jambes soient bonnes pour faire tous ces entraînements avec 160 kilos, ça va te prendre plusieurs saisons quand même. Ouais, carrément. Fait que tu vois, moi, je vois un peu ça dans ma tête, mais il faut après... En fait, le plus dur pour moi, c'est de choisir les priorités. Et là, c'est juste faire des hypothèses et aussi voir ce que toi, tu as envie de faire. Parce que c'est quand même important malgré tout. Si tu me dis j'ai envie de faire des 10 x 400, on peut en mettre des 10 x 400. Mais sinon, il va falloir trouver des façons amusantes de travailler tout ça. Et j'avais une autre question. Est-ce que, par exemple, toi, tu coaches des athlètes qui sont, par exemple, à 50 minutes aux 10 km. Tu coaches aussi des athlètes comme moi qui sommes plus proches des 30 minutes, 29 minutes aux 10. Est-ce que tu abordes le coaching de la même manière? Tu prépares les plans de la même manière, que ce soit pour un coureur qui vaut, sans être péjoratif bien sûr, mais un coureur qui vaut par exemple 50 minutes, 1 heure au 10K, et un coureur qui va être plus élite et qui va valoir par exemple en dessous des 35 au 10 ou voire moins? En fait, oui et non. Je te dirais que oui, au sens où j'ai des gens qui vont courir proche de 1 heure au 10. Honnêtement, leur planif, elles vont vachement ressembler à une planif comme toi, mais dans la structure. Genre mardi, jeudi ou mardi, vendredi, qualité, dimanche, longue ou spé marathon, puis en gros comme ça, puis le reste que des jogs en endurance fondamentale. En gros, ça va être ça, là, une semaine classique. Vos prépas vont ressembler.
je vais donner toujours autant de ma personne, peu importe le niveau. Moi, je suis hyper excité en fait pour le coureur. Honnêtement, j'adore coacher des gens qui font du haut niveau parce que je me projette. Je connais ça. C'est des temps qui ressemblent aux miens. Mais j'ai énormément de plaisir aussi à coacher des débutants parce qu'on fait des sauts de géants. Et ça, on le fait pas avec des élites. Et quand tu commences avec un mec qui arrive, il fait 1h10 et que un an plus tard, il tape un 38, c'est énorme. Tu vois, t'as gagné 22 minutes, mon gars. Et puis, c'est con, mais quelqu'un qui arrive de très débutant sédentaire, qui devient un athlète, parce que quand tu passes de 1h à 38 minutes, tu deviens un athlète. Là. T'imagines le saut, là, c'est énorme. Bah, la personne, ça change 10 fois plus sa vie, en fait, qu'un élite qui passe de 30 à 29-30, tu vois. Parce qu'en fait, le mec était déjà dans une case, tu vois. Fait qu'il y a ça que j'aime beaucoup avec les débutants. Mais sinon, avec les élites, ce que j'aime, c'est que ça va toucher plus. Et puis ça, c'est ma personnalité au fine-tuning, comme on dirait. C'est-à-dire, faut juste qu'on touche un tout petit peu des boutons à droite, à gauche. Et je dois vraiment plus me creuser la tête pour vous faire progresser. Parce que qu'on le veuille ou pas, là, un débutant, il suffit de le faire courir. Et je pense que pratiquement n'importe quel plan va faire progresser un débutant. Il faut juste le faire courir, en fait. Et même s'il fait n'importe quoi, tant qu'il ne se blesse pas, tant qu'il n'y a pas une carence en fer ou tu vois un truc de genre là, il va progresser. Toi, si je fais n'importe quoi, clairement, tout de suite, on va le voir là. Donc, il faut vraiment une analyse. Je pense que pour coacher du haut niveau, putain, je pense que j'ai encore plein de trucs à apprendre, mais il faut vraiment une analyse fine et une très bonne connaissance de tous les facteurs de progression. Et ça, c'est le plus dur, je pense. Donc, il faut avoir des connaissances en physiologie, en psychologie, parce qu'il peut y avoir des freins aussi au niveau psychologique. Là. Et quand tu fais du marathon, il faut bien connaître nutrition, sommeil et aussi stress dans la vie et tout ça, parce que ça impacte beaucoup. Fait que tu vois, c'est quand même beaucoup de choses. Mais moi, c'est ce que j'adore, tu vois. Donc, réponse courte, oui et non. Non, mais c'est clair. Comme tu dis, les débutants, de toute façon, ils vont passer souvent des gros caps. Et après, à mon niveau, là, je sais que je casserai pas une minute à mon prochain 10. Ah bah, si tu casses une minute, c'est incroyable. Hein, mais... je pense pas. 28-27, ça te met dans le top 10 français d'un coup. Avec, on va arrêter de rêver tout de suite. Hein. Non, c'est ça. On sait qu'on met... Il y a des barrières, en fait. Je pense que c'est ça. Et c'est terrible, hein, mais c'est les barrières qui nous font rêver. Parce que si tu fais 29-7 ou 28-59, c'est con, c'est arbitraire. Hein. Si on n'était pas sur une base 10, là, c'est une juste base 10, un cap. C'est juste, mais ça change tout. Puis c'est des prétextes pour te mettre en mouvement aussi, tout ça. Parce qu'au fond, ce qui va te rester, je pense, puis j'en sais rien, mais ce qui va te rester de ta carrière plus tard, c'est tout ça. C'est les souvenirs, le parcours, tout ce que tu auras appris sur toi. Évidemment, les chronos, t'en es fier, mais les chronos, c'est tellement une petite partie de l'expérience en course à pied au final. Ouais. Et ça, on l'oublie un peu des fois, je trouve. Ouais. Et du coup, pour rentrer un petit peu plus dans le détail de l'entraînement, comment tu t'organises pour périodiser un petit peu la charge d'entraînement et les différents types de séances pour rester en forme toute l'année? Parce que, je prends encore mon exemple, mais moi, je suis quelqu'un qui court toute l'année. J'aime beaucoup courir. Et le but pour moi aussi, c'est d'être en forme toute l'année. Là, on a repris le début de saison. Je suis en forme, je suis content, tout ça. Et j'aimerais garder cette forme toute l'année, monter un peu en puissance pour après atteindre mes objectifs. Donc, comment tu coaches tes athlètes pour atteindre cet objectif et vraiment qu'ils soient en forme toute l'année, quoi? C'est vrai ce que tu dis. Moi, maintenant, les gens qui me contactent, et je le sais par expérience, les gens avec qui je travaille, ils veulent vraiment être en forme tout le temps. Mais moi, idéalement, je voudrais être top shape toute l'année. Déjà, je pense qu'on n'est pas en forme toute l'année. On n'est pas au même niveau de forme toute l'année. Ouais, bien sûr. Toi, vu que tu es un athlète élite, tu es en forme toute l'année. Parce que toute l'année, tu peux courir sub 31, en fait, pratiquement. Pratiquement toute l'année. Je le sens qu'à certaines périodes, comme en fin d'année, l'année dernière, tu vois, je sentais qu'il fallait que je coupe. C'est ça. Et c'est sûr que c'est compliqué d'être en forme. Et le but, c'est aussi de trouver le pic au bon moment, quoi. Exact. Mais ouais, je pense que déjà, il ne faut pas avoir peur de ne pas être à son pic toute l'année. Puis, accepter de se désentraîner, c'est dur pour beaucoup d'athlètes, mais c'est nécessaire. Je pense que le corps, il fonctionne par cycle. Et si tu ne te désentraînes pas à un moment, tu ne peux pas repasser un palier. C'est mon avis, c'est mon expérience. Comment après, tu restes en forme toute l'année? Comme tu l'as dit, c'est assez simple. Hein. Tu t'entraînes toute l'année. Fait que si toute l'année, tu as un bon volume, et même si tu as des variations... En fait, un autre principe que j'ai remarqué, c'est que c'est plus facile de maintenir sa forme que de passer à un autre niveau.
Genre, une fois que tu as atteint un certain niveau, c'est relativement facile d'être à peu près proche de ce niveau en faisant même un peu moins. Tu sais, c'est le fameux sur la montre maintien, tu vois, en maintien. Par contre, ce qui est dur, et surtout plus t'es fort, plus c'est dur, c'est de passer des paliers, genre vraiment. Ouais. Et là, il faut que tu bourrines un peu plus parce que la course à pied, c'est horrible comme sport, mais si t'es pas toujours dans cet état où tu veux dépasser tes limites, bah tu dépasses pas tes limites. Ah, mais clairement. Là, je sais que, par exemple, vu ce que j'ai fait en début de saison, je sais que je suis à mon maintien, tu vois. Je sais que malgré que je me sois reposé cet été, là, j'ai retrouvé mon niveau. Mais comme tu dis, après. Là, tu viens de retrouver ton Ouais, niveau. là, je viens de c'est ça, retrouver c'est- mon niveau, mais maintenant, le but, c'est d'aller plus loin et de passer de battre mes records, tout ça. Et c'est là où ça devient plus compliqué. Donc, je suis quand même d'accord avec toi. Et c'est là où peut-être des fois, il faut ajuster l'entraînement ou changer des choses si tu stagnes après sur une longue période, quoi. Ouais. Et je pense qu'à ton niveau aussi, et puis au mien, il faut que les saisons elles soient plus longues. Parce qu'en fait, pour moi, la saison, elle est découpée en deux. Comme on disait, il y a un moment où tu rattrapes ton niveau. Et l'entraînement commence vraiment au moment où tu as rattrapé ton niveau Ouais. pour le redépasser. Et si dépasser ton niveau, enfin revenir à ton niveau, ça te prend trop de cartouches, tu n'as plus assez de cartouches pour redépasser. Donc en fait, Ouais, clairement. il faut que tu arrives le plus simplement possible avec une fatigue assez basse à revenir à ce niveau-là pour que tu arrives là et tu sois comme « Oh, j'ai encore faim », tu vois. Et ça, c'est pas facile des fois. Et c'est pour ça que je pense qu'avoir des saisons plus longues, genre même de 20 semaines, mais très progressives pour toi, bah, c'est quand même important. Et tu l'as dit, hein, en quelques semaines, tu peux revenir à ton niveau, mais Ouais. plus vite tu reviens à ton niveau, plus vite ça va se dégrader aussi, je pense, d'une certaine façon. Fait que je pense qu'il faut vraiment prendre le temps de monter bloc après bloc. Là. Ok. Là, dernièrement, on a vu un petit peu sur ton Strava que tu faisais quelques petites séances de musculation. Donc, Ah, c'est vrai ça. moi, personnellement, la musculation, aujourd'hui, il faut pas m'en parler. Hein. Ouais. En fait, j'ai pas le temps parce que Ouais, c'est entre le difficile. boulot, le gros volume, tout ça, c'est compliqué de tout caler. Et on voit que les athlètes pros qui finalement, eux, ont le temps, font de la musculation. Donc, comment toi, tu vois la chose avec la musculation? Est-ce que c'est vraiment utile pour progresser? Qu'est-ce que ça peut apporter à un coureur, la musculation? Bah, c'est sûr que sur Internet, puis je le lis souvent, je sais pas si toi aussi, mais je lis souvent partout que la musculation, c'est primordial, c'est indispensable pour performer en course à pied. Premier truc, je suis vraiment pas d'accord avec ça. J'ai Ok. toute ma vie pas fait, enfin, c'est pas vrai que j'ai pas fait de muscu du tout, mais j'ai fait pratiquement pas de muscu pendant des sections de ma carrière où j'ai le mieux performé. Donc je pense que dire que la muscu, c'est primordial pour courir bien, c'est juste factuellement faux, au sens où parmi les meilleurs coureurs du monde, il y en a certains qui font presque pas de muscu, voire pas du tout. C'est juste un fait. Je pense que si tu veux être bon coureur, faut courir. Dire que la muscu, c'est primordial, ça veut dire que ça serait aussi important que courir, ce qui fait pas de sens pour moi. Ça veut pas dire que la muscu, c'est pas important. Fait que moi, mon avis sur la muscu est vraiment mitigé et je pense qu'il dépend beaucoup de l'épreuve sur laquelle tu veux performer. Je pense pour des coureurs de sprint, 400 mètres et c'est tout, sûr. qui sont des épreuves de puissance, je pense que c'est C'est évident. Et obligatoire. d'ailleurs, ils passent des heures par semaine au gym, là. Ouais. C'est obligatoire. Pour de demi-fonds, je pense que c'est assez important. Tu sais, il y a plusieurs approches au demi-fond. Tu peux y aller plus puissance ou plus nos modèles norvégiens, là. Mais mettons les deux, puis on le sait, mais les frères aussi, Ingebretsen, ils font de la muscu. Je pense que pratiquement tous les demi-fondeurs font de la muscu ou une forme de muscu. Le plus intéressant, c'est quand on arrive sur vraiment les distances d'endurance. Donc, 5000, je pense que c'est encore pas mal de puissance à un certain niveau. Mais quand on arrive sur du 10 000 et plus, semi et marathon, c'est là où je pense que le rôle de la muscu, pas moins important, mais va être différent. Moi, je pense que le premier rôle de la muscu pour des marathoniens, semi et tout, ça va être de la prévention de blessures déjà. Donc, comme on a dit que le volume puis la constance était le plus important pour progresser, si tu te blesses pas, tu as un avantage. Donc là, la muscu, elle aurait un effet indirect sur la performance qui est d'avoir de la constance et de ne pas se blesser. Est-ce que la muscu, elle va avoir un effet direct sur la perf au marathon? Il y a pas mal d'études qui montrent que oui, quand même. On parle d'un pourcentage entre 1 et 2% d'amélioration de la performance, quand même. Ce qui est quand même beaucoup, ce qui est à peu près équivalent aux chaussures carbone. Sauf que les chaussures carbone, c'est beaucoup moins de temps. Une fois que tu as fait chauffer la carte bleue, voilà, ça va. Je comprends pourquoi les gens investissent plus dans les carbones que la muscu, parce que c'est un moyen beaucoup plus simple, en fait, de gagner des performances. Carrément. Fait que le problème de la musculation, c'est que c'est dur de bien la faire.
Moi, je trouve que c'est important d'avoir quelqu'un qui peut te conseiller sur avoir déjà le bon programme. Une muscu, ça se périodise. Si tu fais tout le temps la même chose en muscu, tu n'as plus d'adaptation. Et il faut les bons mouvements. Et pour avoir les bons mouvements, il faut que tu aies quelqu'un qui t'accompagne. Fait que moi, je pense que la muscu, oui, mais en fait, objectivement, pour un coureur amateur, c'est très difficile d'avoir le temps et les moyens de bien le faire. Moi, je sais que ça m'est arrivé de faire de la muscu. Et étant donné aussi que mon corps n'a pas l'habitude, le lendemain, j'avais des grosses courbatures. Et au final, ça me faisait perdre du temps sur mon entraînement et je pouvais moins courir. Ouais. Et je m'exposais peut-être aussi un petit peu plus du coup au risque de blessure. Ouais. Donc, comme tu dis, je pense que, de mon point de vue, je pense que la muscu, c'est un peu optionnel. Et déjà, il faut se concentrer sur le fait de courir. Et, si on doit choisir pour toi, entre, tu vois, si je devais choisir sur est-ce que Anto, il fait 120-130 km par semaine avec de la muscu ou 160 km par semaine, pas de muscu, à facteur constant de tu te blesses pas dans les deux, ok, je dirais 160 km par semaine, pas de muscu. Ouais. Non, mais c'est clair. Mais tu vois, il y a plein de gens qui seront pas d'accord avec moi et qui auront des expériences différentes. Et je pense que c'est important de le dire. Puis je pense que c'est important aussi l'envie. Genre, si t'as pas envie de faire muscu, que t'as pas le temps, que t'es pas accompagné, fais le minimum syndical. Je suis quand même pour le minimum syndical de genre. Ce serait quoi le minimum syndical pour toi? Pour un coureur de ton niveau, si tu fais pas 2 à 3 fois 15 minutes par semaine, je pense que tu fais pas le minimum syndical. Genre, et quand je te dis ça, c'est de la prépa générale. Je te parle même pas de lifter nécessairement, de squatter ou de faire du deadlift. Là, je te parle vraiment de renforcement général à base de fente pour les quads, un peu d'exercice d'activation de hanches, de fessiers, un peu de gainage, un peu de... Juste augmenter ta tonicité musculaire et peut-être corriger certains débalancements droite-gauche. Et pour certains coureurs qui courent beaucoup en carbone sur la route, je pense que la proprioception se dégrade avec le temps, fait que les chevilles des fois sont faibles. Fait que, honnêtement, si tu fais pas ça, c'est à mon avis très facile. Qui n'a pas 3 fois 15 minutes là. Il va falloir qu'on revoie le minimum syndical. Si moi, c'est juste porter les courses. Hein. Il faudrait que tu les portes d'une main pour que ça améliore Non, mais tu vois ce que je veux dire à ton niveau, quand tu veux casser le sub 29, c'est sûr que si tu fais pas 2 ou 3 fois 15 minutes, tu prends le risque que si c'était utile pour toi, t'es pas ce petit 1% de ton temps au 10, ça peut faire la différence entre passer le sub 29 à un moment. Après, la vraie muscu pour toi, ça serait 2 heures par semaine, 2 fois 1 heure, charge lourde. Tu pars sur du, j'en sais rien, toi, on n'est pas fort les coureurs, mais déjà, si on arrive à faire une fois et demie ton poids, à 100%. En fait, ce que montre la science, c'est que, et ça, j'aurais dû le préciser, c'est que c'est surtout un entraînement de force, c'est-à-dire peu de répétitions, mais lourd, avec beaucoup de récup, qui va créer des adaptations en termes d'économie de course. Et en fait, tu vas gagner parce que ton mouvement va être plus économe et tu vas dépenser juste moins d'oxygène pour la même allure. C'est comme ça que ça marche là. Après, il y a aussi plein d'autres hypothèses en muscu, puis je suis pas spécialisé sur le sujet, mais Et tu penses quoi aussi du tout ce qui est gainage, tout ça? Je sais que en fin de séance, je vois beaucoup d'athlètes terminer les fractionnés avec 10 minutes de gainage, 15 minutes de gainage, des abdos. On parle beaucoup aussi de, tu sais, du fait d'avoir une bonne posture quand on court. Quand on est bien gainé, tout ça. Moi, je sais que c'est pareil, je fais pas de gainage et j'ai pas l'impression de mal courir ou d'avoir une mauvaise posture. Donc, je voulais avoir ton point de vue. Non, en plus, je trouve que tu as une bonne posture. Je trouve que tu es tonique, tu es relâché, mais tu es quand même bien droit. Tu as l'impression que ça respire bien. Moi, mon avis sur le gainage, c'est que je sais pas. Et je sais pas parce que, tu sais, moi, j'ai une approche quand même scientifique. Et si tu veux savoir un truc, il faut qu'il y ait des gens qui aient fait des études scientifiques. Tu peux pas vraiment avoir de vérité par l'expérience. Je veux dire, si quelqu'un arrive et te dit « Attends, moi, depuis que je fais du gainage, j'ai gagné 2 minutes à mon 10 », on s'entend que c'est probablement pas vrai. Il peut pas le savoir. S'il y a 1000 personnes qui te disent « Ah, depuis que je fais du gainage, je me sens vraiment mieux », déjà, c'est un peu plus une preuve, mais ça reste que c'est pas une preuve. Fait que pour vraiment avoir une causalité, il faut faire une étude, mais en fait, il faut la répliquer plusieurs fois et qu'il y ait une accumulation des preuves. Moi, mon expérience personnellement, depuis que je fais du gainage, parce qu'en fait, dans ma muscu, j'ai quand même quelques exercices de planche et tout, puis ça fait quand même plusieurs mois que je fais ça maintenant. Je suis pas sûr, mais j'ai l'impression que je suis un tout petit peu plus droit et que potentiellement, ça a un peu amélioré mon relâchement au niveau des épaules, parce que tu vois, du coup, je reste un petit peu plus stable. C'est logique, hein, je pense. Mais combien ça me fait gagner concrètement d'être un tout petit peu plus droit, d'avoir peut-être 0,20%, peut-être 10 secondes, 20 secondes sur un marathon. Ça peut pas te faire de mal, de toute façon. En fait, moi, je me dis qu'à un certain niveau, si tu fais pas tout pour progresser,
et que tu fais en fait, je pense que les gens qui font le minimum syndical, ils récoltent le minimum syndical. Dans la vie, c'est un peu ça. Si tu fais toujours le minimum, bah, t'attends pas à avoir un boulevard de record personnel non plus. Mais tu vois, pour un débutant qui se blesse pas, qui fait un peu de volume, mais pas tant que ça, franchement, fait plus de kilomètres. Enfin, la muscu. Je trouve en fait, il y a trop de gens qui font passer la musculation avant la course, qui fait pas de sens. C'est ça. Et moi, j'ai toujours eu des super résultats en courant beaucoup, parce qu'à la fin, le meilleur prédicteur de performance, c'est d'avoir un bon système aérobie, en fait, tout simplement. Ouais, je suis d'accord. Et autre facteur aussi qui peut beaucoup jouer sur la performance et qui peut aussi te faire complètement virer une course au cauchemar, c'est la nutrition. Donc toi, qu'est-ce que tu penses de la nutrition pendant les courses? Je sais que tu en as parlé pendant ta vidéo, ton interview avec Anaïs, qui finalement prenait peu de gel, juste des petits sticks. Petits sticks à piranha. Ça m'a fait rire aussi. Les petits sticks au miel, les fameux. Donc, qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que tu conseillerais pour la nutrition? Parce que moi aussi, je sais que aujourd'hui, là, pour prendre mon exemple, j'ai commencé à m'alimenter sur semi-marathon, à m'alimenter, à me ravitailler, pardon, sur semi-marathon à Montréal. Avant, je prenais jamais rien. Sur 10, je prends rien, ça sert à rien. Et c'est vrai que j'ai eu du mal quand même si c'était des boissons liquides. Hein. J'ai pas pris de gel, j'ai vraiment pris que de la poudre mélangée en fait avec de l'eau. Et quand tu cours à 19 km/h et que tu dois boire un truc sucré, mais c'est horrible, quoi. J'ai bu une gorgée et j'ai jeté la bouteille parce que je pouvais pas. Mais ouais, du coup, qu'est-ce que tu penses et qu'est-ce que tu recommandes aux athlètes pour bien gérer leur nutrition pendant la course? Comment il faut s'entraîner, tout ça? C'est une bonne question. Mais en fait, déjà, un commentaire plus général, mais je pense que sur la nutrition, l'importance de la nutrition, je trouve qu'on met souvent trop dans la même boîte nutrition à l'effort et nutrition du quotidien, comme je l'appellerais. Souvent, quand les gens pense à la nutrition, ils pensent manger des légumes, un peu, ou genre tu vas faire ce genre de truc, alors qu'en vérité, je pense que la qualité de ta nutrition a probablement beaucoup d'effets sur ta santé à long terme, mais à mon avis, assez peu sur tes performances à court moyen terme. Fait que ça, c'est mon avis. Il y a plusieurs athlètes de haut niveau qui ont un peu montré ça, hein, que ce soit en course à pied, tu prends en natation, Michael Phelps, il mangeait une diète terrible, que des pizzas, que des produits transformés, bah, il a eu 10 médailles olympiques, enfin. Il y a les frères Ingebretsen, je sais de sources assez fiables qui mangent à peu près n'importe quoi. Puis quand je dis n'importe quoi, c'est pas négatif, mais genre qui s'en foutent un peu. Tu bois du Canada Dry. Moi, je tourne au soda quand même pas mal. Alors, est-ce que c'est bon pour ma santé à long terme? Peut-être pas, je sais pas. Mais au niveau des performances, personnellement, je pense que ce qui est important, c'est que tu rentres des bûches, c'est-à-dire des calories qu'il faut. Ça, c'était juste une remarque générale. Puis il y a le côté psychologique aussi de la nutrition. Enfin, on va peut-être pas partir là-dessus, mais ça pourrait être un gros débat aussi. Il faut voir que, si tu te fais pas plaisir, moi je sais que j'ai tapé la poutine après le SMI. Hein. C'est vrai qu'on avait ça parlé. Ça m'a vraiment fait du bien, tu vois. Ouais, mais pas avant. Non, pas avant. Tu vois, il y a quand même ce truc où tu t'es dit, c'est vrai. Si je mange une poutine avant, ça peut baisser mes chances de performer. C'est ça que tu t'es dit? Ouais. Okay. Avant, je fais toujours attention 2-3 jours après. Tu sais ce que j'ai mangé moi la veille? Non. J'ai mangé AW. C'est équivalent McDo, tu vois. Mais genre vraiment burger frites poutine, genre le trio, quoi. Tu vois, genre, est-ce que c'est bien? Je sais pas, mais sérieux, j'ai mangé très bien pendant des années. J'avais un peu des comportements alimentaires troublés. Je vois aucune différence. Si ce n'est que j'ai toujours plus d'énergie que depuis que je m'en c'est ça. Complètement. Si t'es raisonnable et que tu sais que tu le digères bien, il n'y a pas de raison. Ouais, c'est se connaître. Puis c'est aussi... je pense que le plus important, c'est de manger à sa faim. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. Depuis que je mange à ma faim, en fait, mon poids, il a genre zéro changé, tu vois. Je fais toujours le même poids, peu importe ce que je mange. Après, encore une fois, je parle pas de santé ici. Hein. Peut-être que j'aurais plus de cholestérol, peut-être que j'aurais plus de trucs que certaines personnes. Et en vrai, je mange quand même bien globalement. Mais pour revenir à ta question sur l'alimentation, donc là, on parle de nutrition à l'effort, qui concerne en fait surtout les marathoniens et le semi-marathon, pour ceux qui courent notamment 1h20, 1h30 et plus. Pour les athlètes comme toi, honnêtement, il n'y a pas encore beaucoup d'évidence scientifique qui montre si c'est important ou pas. Moi, j'aurais tendance à dire que ça l'est, même quand tu cours entre 1h05 et 1h10, parce qu'il y a des études qui montrent qu'au-delà des calories que tu ingères, juste le fait d'avoir contact entre le sucre et les muqueuses dans la bouche, là, donc c'est-à-dire prendre une solution sucrée dans la bouche, ça fait en sorte déjà que le cerveau va interpréter ça comme « oh, il y a de l'énergie » et du coup, qui dit énergie dit plus de motivation, plus de capacité à tolérer la douleur, etc. Fait qu'il y a des études qui montrent ça.
Fait que moi, pour un coureur comme toi, déjà, pas plus enfin, je pense que plus d'un gel, c'est trop. En plus, tu cours à des vitesses où c'est plus dur. Plus tu cours vite, plus c'est dur de digérer. Donc, c'est pour ça que sur marathon et trail, c'est plus facile. Mais dès que tu cours sur du. Mange un gel sur un 5000, tu vas voir, là, ça va être compliqué. C'est chaud. Ouais. Par contre, je pense que le truc pour toi qu'il faut travailler, si un jour on veut plus se spécialiser sur semi, ça va être de faire du gut training. Et en fait, c'est ça qui manquait dans ton entraînement, c'est d'avoir pratiqué. Parce qu'en gros, le système digestif, il s'adapte. C'est ça qui est incroyable avec le corps, c'est que plus tu vas manger du sucre dans ta vie, mais aussi durant tes entraînements, plus ton système digestif va être bon à assimiler du sucre en fait à l'effort. C'est pour ça que les études scientifiques, elles disent qu'il faut faire entre 8 et 12 semaines de gut training en prenant 2-3 fois par semaine du sucre. Donc, c'est quand même beaucoup. C'est un vrai protocole. Et je pense que les gens, ils négligent vraiment trop ça. 3-4 semaines avant le marathon, ils vont commencer à s'inquiéter. Ils vont aller à la boutique, ils achètent leur gel Morten. Et là, ils vont se dire, putain, ça passe pas, j'ai vomi après la séance et tout. Ouais, parce qu'en fait, c'est un vrai plan de nutrition que ça prend, tu vois. Fait que ça, c'est un truc que je parle beaucoup avec mes coureurs. Mais pour toi, je pense que le jour de la course, tu as pris la bonne décision parce que tu as vu que tu avais une capacité à tolérer les glucides assez faibles, dû au fait que tu n'en prends pas beaucoup durant tes séances. Et je pense que ça, c'est un truc qu'on pourrait améliorer. Et même pour ta récupération, si je te dis, on va courir un 25 ou un 30 bornes le week-end avec du pace marathon, si tu sais prendre des glucides durant ta séance, je pense que tu vas récupérer vraiment beaucoup plus vite aussi de ta séance. Moi, je l'ai remarqué ça personnellement. Fait qu'il y a des gros bénéfices et c'est pas compliqué. Il suffit de prendre du sucre durant ces séances finalement. Du coup, là, Maxime, tu es en pleine prépa pour Valencia. C'est un rendez-vous que tu loupes en général. C'est un prétexte. Voilà. Donc, je sais que tu as changé de coach dernièrement aussi. Ouais. Donc, comment t'abordes ce marathon de Valencia, sachant que l'année dernière, à Rotterdam, t'as pas réussi à battre ton record. Là, je pense que tu as envie de faire un gros chrono, tu as changé de coach, le changement, c'est aussi positif, donc ça va te motiver. Donc, comment tu vois les choses pour Valencia un petit peu? Alors déjà, je vais te corriger, Anthony. Rotterdam, c'était cette année, j'ai battu mon record. Ah mince. Ah oui, c'est pour ça que t'es pas mon coach aussi. Pourtant, je le suis sur Insta. Tu suis pas assez franchement ce travail. Non, mais tu voulais faire 2,16. Ouais, j'ai été déçu de ma performance. Là, t'avais raison. J'ai inversé, ouais. Ouais, c'était en avril, du coup, juste après le marathon de Paris. Et à ce moment-là, j'avais déjà fait un peu mon plan tout seul, même si je travaillais quand même avec mon ancien coach qui a fait le podcast il y a pas longtemps, qui était à ta place. Ouais. Et c'est sûr que je suis excité parce que ça fait quelques mois que je travaille avec ce nouveau coach et c'est quelqu'un qui fait partie de l'histoire du Canada en termes de course à pied parce qu'il a eu des records qui sont impressionnants, surtout à l'époque. Il n'y avait pas les carbones, il a couru 2h10, il a couru 27,56, il a couru des temps que, honnêtement, 27,56, on s'entend, je pense que je pourrais jamais le battre. Ouais. 2,10, il y a déjà un peu plus moyen, même si j'en suis très très loin. Donc c'est quelqu'un qui s'est entraîné d'une façon à faire ses chronos, donc indépendamment de son talent et tout, je pense qu'il avait déjà des méthodes d'entraînement qui devaient fonctionner. Puis c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience avec des athlètes de haut niveau. Ici, au Québec, il coach surtout des femmes en fait. Anne-Marie Como que tu as rencontrée, c'est une athlète québécoise qui fait quand même 1,11. Et il coach Elisa Legault aussi qui a fait 2,32 au marathon, 1,11. Enfin, ces athlètes élites là qui peuvent chasser les standards olympiques quand même. Fait que voilà, j'avais envie de travailler avec un coach un peu plus haut niveau peut-être, avec un peu plus de personnalisation. C'est sûr que ce qui est différent, c'est que j'ai plus de groupe. Donc ça, c'est le point négatif. J'ai plus de groupe avec qui m'entraîner, même si je jogue encore avec plein de potes. Mes séances de piste, je les partage avec d'autres gars, même si on fait pas la même séance, c'est quand même cool. Le point positif, c'est qu'il m'expose à des nouveaux stimulus quand même, tu vois. Il va me mettre des séances que j'aurais pas osé faire tout seul. Tu vois, il m'a mis genre 7 fois 1000 à 2,50 durant ma prépa 10. Ouais. Au final, c'était sur tapis, donc probablement un peu plus facile. Mais au final, j'ai été super surpris. C'était loin d'être une séance aussi difficile que j'aurais pensé. Récemment, tu vois, en plein milieu de la semaine, il m'a mis une séance, c'était 25 minutes à 3,17, 20 minutes à 3,15, 15 minutes à 3,12. Ça, c'est quand même, sur le papier, tu te dis, putain, ça va être dur. Puis balèze, en fait, je finis la séance et je suis en mode, c'était trop cool. Ouais. C'est une séance qui est originale, c'est une séance qui tape quand même, c'était 30 km sur tapis, mais au final, ça m'a grave donné un pic de forme pour... Donc tu te fais un peu plus mal, quoi. C'est comme la séance de mercredi ou... Je sais pas, honnêtement, je me fais un peu plus mal, mais pas toujours. En fait, je suis surpris de là où ça fait mal. Tu vois, la séance, par exemple, que j'ai eue avec toi, qu'on a fait, enfin, toi, t'en as fait une partie, c'était 6, 5, 4, 5, 4, 3. Donc, c'était une séance de presque 30 minutes, mais c'était vraiment à des allures tout le temps.
lui, il choisit une allure très précise à chaque fois. Il me dit, tu vas courir entre 3,06 et 3,08, tu vois, sur ces intervalles. Puis je l'essaye toujours, là. Même s'il y a des mauvaises conditions, j'essaye toujours. Puis si je vois que c'est pas possible, c'est pas grave. Et la séance, c'est toujours une bonne cote 8, cote 8,5 sur 10. Je suis quand même loin du 10, là, mais je suis vraiment à bon 8, voire un 8,7, tu vois, pour être précis. Et quand je finis la séance, je suis quand même fier de moi parce que je pense qu'avec mon ancien coach et mon ancien groupe, quand ça commençait à être trop dur, ou je pouvais vite me dire ah c'est bon, je suis pas dans un bon jour, ou je fais les premières vite, puis après tu sais je fais vraiment plus lent. Tu sais, on dirait qu'il y avait moins cette. Alors que là avec mon nouveau coach, comme il est pas là en temps réel, tu sais, il va pas me dire. Je sais très bien ce qu'il me dirait. Il me dit non, finis la séance. Puis je peux pas encore dire si ça marche ou pas puisque j'ai pas eu de course principale. J'ai juste eu un 10 décevant, mais je pense que c'était vraiment plus dû au parcours. Mais j'ai très hâte aussi de voir comment il va m'entraîner au Kenya parce que lui, il est déjà allé au Kenya et je pense que j'avais besoin d'un coach qui avait déjà eu ses expériences d'altitude aussi. Puis honnêtement, je suis quelqu'un de super curieux. J'avais juste envie d'être exposé à une nouvelle philosophie d'entraînement pour voir ce que c'est et pour apprendre. Puis même pour vous coacher, c'est trop bien d'être avec un coach qui est à un autre niveau. Tu vois, ça te permet d'agrandir ton panel de connaissances et tester des nouveaux trucs et de voir. Parce que ce qui est important, c'est pas l'entraînement. Puis ça, c'est mon ancien coach qui le disait, puis il avait vraiment raison. Ce qui est important, c'est pas ton entraînement, c'est l'effet que l'entraînement a sur toi. Donc, pour voir l'effet que l'entraînement a sur toi, il faut que tu le vives. Puis là, j'ai eu des moments de fatigue qui étaient vraiment hardcore. Tu vois, il y a genre 2-3 semaines, pendant une semaine, j'ai cru que j'allais jamais m'en remettre. Et après, d'un coup, je peux essayer de faire ça des fois, je me suis rendu compte que j'étais passé à un autre niveau. Mais tu sais, pas un autre niveau en mode j'ai gagné. Tu sais, un autre niveau, un petit niveau, mais vraiment. Je le savais, je le sentais, tu vois, en séance. Et ça, j'aime trop ce sentiment-là en course à pied. Quand tu passes par 1 ou 2 semaines trop galères, t'es de mauvaise humeur, ton appétit est chamboulé, ton sommeil est chamboulé. Tu le vois aussi avec ton entourage, t'es moins... Puis d'un coup, bam, tu passes à un autre niveau comme ça. Et ça, j'adore, tu vois. Fait que, réponse courte, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bah, en tout cas, on espère que tu atteindras ton objectif et que tu vas casser les 2,16 à Valence. Et je me sens, tu vois, là, j'ai fait une 8 au semi, en ayant une fréquence cardiaque qui est, c'est drôle, à une pulsation, là, c'est vraiment la fréquence cardiaque marathon, 159, je le sais, c'est ma fréquence. Et faire une 8 à 11 semaines de ma course sur un parcours comme ça, en étant, tu vois, là, j'avais bien récupéré aujourd'hui et tout, bah, si je le compare à la saison d'avant, tu vois, j'ai quand même passé un petit niveau. Mais la course à pied, il faut jamais avoir trop confiance parce que le marathon, il y a trop de variables. Bien sûr. Et il y a encore tout un camp d'entraînement au Kenya à faire. Ah, c'est clair. À voir. Super. Fait que je pense qu'on va s'arrêter là en taux parce qu'on a déjà pas mal de contenu. On a bien parlé. Tous les deux, on parle beaucoup et on pourrait faire probablement 5 heures de podcast. On n'aurait aucun mal, mais déjà, tu as un avion dans pas longtemps. Ouais, j'ai l'avion. On tourne le podcast juste avant que vous rentriez en France. C'est ça. En fait, vous serez en France demain, du coup, c'est ça? Ouais, je rentre en France là. Ça fait une semaine à Montréal. C'était vraiment génial. Donc. Là, j'ai l'avion dans 2h30. En France aussi. Hein. Ouais. Dans 5-6 semaines, je passe quelques jours en France. Fait que, Ok. Et bah... Il l'apprend sur le podcast. Fait qu'on va pouvoir s'entraîner peut-être quelques jours avec ensemble. Plaisir. Puis voilà, avant de finir, merci à tout le monde qui nous écoute. Merci pour les commentaires, pour le soutien. Il y en a beaucoup de plus en plus. Ça nous fait grave plaisir. Vous pouvez nous retrouver comme d'habitude sur toutes les plateformes, genre Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, etc. Fait que merci Anto, en tout cas. Merci à toi pour ton accueil et vraiment un plaisir d'avoir participé au podcast. Trop cool. Ciao. Ciao.